œil de guêpe perché sur deux allumettes, un corps d'oiseau mais un tempérament de tigresse, prête à bouffer le monde entier. C'est une passionnara comme on n'en fait plus, une Rosa Luxembourg en pire, arrogante comme un coq, orgueilleuse comme un grand d'Espagne, disputailleuse et querelleuse comme un Irlandais, boulimique de savoir comme une autodidacte. Cette brindille effervescente est une prodigieuse terroriste culturelle, semeuse de désordre par-dessus les prétoires, défricheuse infatigable des dossiers perdus d'avance, briseuse d'idoles qui ouvre toutes grandes les fenêtres de la vieille maison où somnole la justice française. Elle a toujours un rêve à la main, du flou dans la prunelle et de l'insolence au bord des lèvres. Et avec elle, les magistrats auront toujours des drames à revendre. Alors, Isabelle Coutempère, bonsoir. Bien, si j'ai bien compris, la première partie, ça vient d'un livre de François Gibault. Tout à fait. Mais la suite, non. Parce que voilà, tout à fait. La première partie était inspirée de François Gibault. Il faut citer les sources. Un ami commun, mais pas ordinaire. Et ensuite, c'est vous qui avez rédigé. Voilà. Ah bah, je suis très honorée parce qu'on ne se connaît pas. Donc vous m'avez interprété. Voilà. Oui, c'était dans Libéramé de François Gibault. La première partie. La première partie. Oui. Et la seconde, c'était dans mes mémoires, ou je ne sais pas. Non. Alors, vous voulez qu'on dise avocat et pas avocate? Parce que c'est le même métier, je ne vois pas pourquoi on ferait une distinction. Les hommes et les femmes et les hommes exercent de la même manière leur métier. Donc je suis contre le sexisme. Alors, on va attaquer par l'affaire la plus connue. Carlos Ilich Ramirez Sanchez, dit le chacal, le terroriste le plus recherché de la planète, condamné à perpétuité plusieurs fois. Pourquoi le chacal? Ah, j'en sais rien. Enfin, selon la légende, le livre de The Jackal, de Frédéric Forsyth, a été trouvé chez une de ses copines britanniques, je pense, peut-être basque d'origine, qui vivait à Londres. Et donc, comme le copain de cette nana a prévenu la police qu'il y avait quelque chose, une valise suspecte, je ne sais quoi, les policiers sont venus avec la presse, évidemment, et il y avait le livre The Jackal de Frédéric Forsyth. Voilà. Du coup, c'est venu de là. Et y compris au Venezuela, où elle racal, je ne sais pas comment on dit, elle racal. C'est bon, après lui, je pense qu'il s'en fiche un peu. Il dit même que les jackals, c'est très très gentil. Alors, l'affaire la plus connue de Carlos, c'est le kidnapping de 70 personnes, dont 11 ministres, au sommet de l'OPEP à Vienne, qui sont convoyés en Algérie. 3 morts, organisé par Kadhafi, vous me direz après si je dis des choses fausses, organisé par Kadhafi contre les Saoudiens qui faisaient baisser le prix du pétrole. On a dit que lors de cette affaire, Carlos a pris 50 millions de rançon. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, moi j'y étais pas, mais je ne crois pas que ce soit exact. Alors première chose, vous dites 3 morts. Bon, en l'occurrence c'était que des diplomates qui étaient dans cette réunion de l'OPEP. Et sachant qu'il a fait un témoignage, puisqu'il y a eu une audition à Paris par une cour allemande qui poursuivait Klein, Ange-Joachim Klein, et qui a demandé à entendre Carlos. La France a refusé, pour des raisons de sécurité, soi-disant qu'il soit entendu sur place en Allemagne. Et la cour allemande, ça c'était quand même formidable, est venue à Paris l'entendre. Alors, j'ai évidemment fait un commentaire à ce moment-là, que c'était formidable que depuis 1945, il y ait encore des juges allemands qui soient présents à Paris. Donc, il a fait un témoignage qui a été retranscrit n'importe comment. Du coup, il a décidé de faire un récit à la militaire, en détail. Donc, 3 morts, je ne crois pas qu'il y ait 3 morts, en fait. Il y a un premier qui est un homme de sécurité libyen, parce qu'il y avait le représentant de la Libye, l'OPEP étant constitué notamment par la Libye, qui a voulu faire le malin. Donc, pour donner l'exemple aux autres, il s'est fait flinguer. Pas par Carlos, je crois. Et puis, Ange-Joachim Klein, lui, il a pris une balle. Et puis le troisième, je ne vois pas très bien qui c'est. Enfin, bon, au-delà, cette histoire-là, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont écrit que c'était une demande de Saddam. Ça a été écrit dans plein de bouquins. De l'Irak.
qui était également membre fondateur de l'OPEP. Mais le récit de Carlos, c'est Kadhafi qui voulait régler des comptes, effectivement, à l'Arabie Saoudite. Et l'objectif, c'était quoi? C'est qu'il y avait un deuxième objectif, que les pays du Golfe, le monde arabe, on va dire, mais ceux qui ont des moyens, aidaient toujours les Palestiniens. Et qu'ils avaient arrêté. Et donc, c'était pour les obliger à continuer à financer les mouvements nationalistes, bon, pas nationalistes, oui, palestiniens. Donc, c'est ça. Quant à l'histoire qui leur a embarqué le fric, je ne crois pas que ce soit exact. Sinon, au moins, je m'y serais retrouvé dans sa défense. Je n'ai jamais eu un sou, donc bon. Mais où est passé l'argent, alors? Ah bah, ça a été reversé. Il y a, les 50 millions, je sais, il paraît que ça a été avancé par l'Arabie Saoudite. Enfin, ça devait être payé par l'Iran et l'Arabie Saoudite. L'Iran n'a pas payé sa part, je crois, mais c'est parti vers la résistance palestinienne. Parce que lui, il dépendait de Wadi Haddad, donc c'était pas pour lui. Hein. Parce que ce que disent beaucoup ça n'a même pas transité par Alger. Parce que ça n'a pas transité par Alger. Parce que ce que des gens qui ont écrit des livres sur Carlos, qui ont peut-être écrit sur lui, voilà, qui ont écrit sur lui, c'est que en fait, il aurait tout claqué en s'amusant, quoi. Oui, on pourra commenter ce que raconte, comme dit Madame Bonnet avec élégance, claqué en alcool et en pute. Avec 50 millions, on peut faire beaucoup, hein, mais bon, non, ça en fait beaucoup. Ça, c'est même pas la vie entière d'un homme, ça. Oui, ça fait beaucoup. Oui, alors Madame Bonnet, c'est une émission que j'ai faite avec Sophie Bonnet, qui a écrit un livre, Salutations révolutionnaires chez Grasset, qui raconte 30 parloirs avec Carlos, suite à quoi vous m'avez contacté, et vous m'avez dit que ce que disait Madame Bonnet était honteux, ou en tout cas n'était pas juste, et voilà. Enfin, c'est vous qui m'aviez contacté déjà il y a 2 ans ou 3 ans. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, parce que ça ne s'est pas du tout passé. Alors, elle a été présentée à Carlos par l'intermédiaire d'un autre avocat qui s'appelle Francis Villemain, qui l'a introduite auprès de Carlos. Ensuite, Carlos, on va dire Elich Ramirez Sanchez, m'a chargé de la checker, en quelque sorte, puisque je suis sa personne de confiance. Et donc, j'ai demandé son CV à cette dame. J'ai vu qu'elle a travaillé dans des émissions d'infiltrés, ce que je trouve déjà, genre caméra cachée. À caméra cachée? Ce genre de truc, oui. Et puis, pourquoi pas, je sais que ça se fait, mais enfin, par rapport au sujet lui-même, c'était pas terrible. Deuxièmement, j'ai regardé, je lui ai demandé, elle m'a parlé d'un livre qu'elle a écrit sur... oui, c'est vrai on dirait qu'il y a une barrière entre nous. Sur les bordels, elle est rentrée dans des bordels pour raconter la vie des... Voilà. Et je trouvais ça un peu curieux que quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec des sujets politiques comme Elich Ramirez Sanchez dit Carlos veuille absolument le rencontrer, parce qu'il y a eu énormément de demandes de tous les côtés. En général, quand même, soit des journalistes qui traitent de politique, que c'était toujours refusé. Bon. Là, l'administration pénitentiaire a tout de suite accepté. Je trouvais ça un petit peu étrange. Et donc, lui, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Il a un accent vénézuélien ou espagnol, enfin castillan, terrible, qu'il a toujours gardé par coquetterie. Et puis, deuxièmement, les gens, c'est pas les parloirs, hein, ça c'est les... moi, je vais dans des parloirs avocats, mais c'est le même régime. Par contre, pour les parloirs dits famille ou amis ou relations, il est interdit de rentrer avec un magnétophone ou un téléphone ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que cette dame-là, elle allait prendre des notes. En ne comprenant rien, d'autant plus, moi, je n'ai jamais vu ce qu'étaient les parloirs amis-famille. Il doit y avoir un brouhaha épouvantable. Et en plus, il n'articule pas. Il a un accent horrible et il n'articule rien. Donc, avec l'accord de Carlos, j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire pour qu'elle s'engage. Mais j'étais très poli. J'ai dit, au cas où vous ne comprendriez pas tout ce qu'il dit. J'ai retrouvé ce truc-là dans mon ordinateur. Je vous le lis, hein, parce que... Alors, je sous-signais Sophie Bonnet, demeurant. Bon. M'engage à ne publier aucun texte, quel que soit le support de publication, papier, vidéo, enfin, je fais mon travail d'avocat, sérieux, se référant au contenu des entretiens
que j'ai eue avec Elie Sanchez, dit Carlos, sans une autorisation expresse écrite de sa part, après lui avoir préalablement communiqué l'intégralité du texte dont la publication serait envisagée sur la base de ces entretiens, etc. Et je m'engage, je sous-signais Sophie Bonnet, également à ne pas communiquer le texte rédigé par moi concernant le contenu de ces entretiens à quiconque, à l'exception de Elie Sanchez, de son avocat, jusqu'à autorisation visée au paragraphe précédent. Bon, tout était prêt, Carlos avait signé, et j'ai envoyé à Sophie Bonnet, qui m'a répondu quelque temps après que non, cette déontologie lui interdisait d'être soumise à un contrôle. Il n'y a pas d'enregistrement, enfin, sauf si elle est rentrée avec un magnétophone caché, ou pas cassé, caché, ce qui me paraît absolument difficile, parce qu'il y a 2 contrôles pour les gens qui ne vont pas comme avocats. Il y en a un pour les avocats et 2. Donc ça veut dire qu'elle a brodé, elle a inventé plus ou moins de ce qu'elle a noté au fur et à mesure avec des petits... voilà. Et inventé très probablement. Parce que c'est vrai que ce truc, je l'ai lu un peu rapidement, c'est un peu un torchon de mon point de vue. Et ses commentaires, le traitant d'escroc, de je sais pas quoi, de type raté. La vie de Carlos, c'est une escroquerie, c'est un grand menteur, il a fait à peu près n'importe quoi. Il a pris les 50 millions, il a tout claqué en alcool et en pute. C'est pas sérieux. Elle a gagné. Le bouquin c'est très mal vendu, je crois, et il a été assez vite retiré. Mais par contre, elle a gagné pas mal de fric avec ce film d'animation, on va dire, qu'elle a vendu à France 2 ou quelque chose comme ça. Un dessin animé ? Bah oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de... C'est un film d'animation, oui. Bah oui, parce que c'est pareil, c'est interdit d'entrer avec une caméra. Ah oui, d'accord. Donc elle a vendu à une chaîne publique un film d'animation. Qui s'appelle comment ? Soi-disant tiré du bouquin. Ah ok, d'accord. Bon, je l'ai pas voilà, vu. c'est mes commentaires. Donc c'est une manière boutiquière, je dirais. Et puis quant aux questions politiques, je sais pas. Alors, c'est vrai que lui, simplement, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord sur un point. Il voit un peu des services partout. Mais ça, c'est complètement normal. Dans sa vie extérieure, sachant je crois qu'il avait à peu près 40 ans quand il a été coupé du monde extérieur. Mais sa vie, il avait commencé vers 15 ans. L'OPEP, c'est à 26 ans. L'histoire de l'OPEP, c'est à 26 ans. Et donc, sa vie civile, on va appeler ça comme ça, c'est avec des services qui cherchent à le flinguer tout le temps. Donc, et des services du monde entier. Sauf peut-être quelques services amis. Mais qui ne le protégeaient pas non plus. Donc, c'est un petit peu logique qu'il ait gardé cet instinct de penser qu'on s'intéresse à lui pour d'autres raisons que par amitié. Oui, mais alors, le livre, on ne va pas parler du tout seulement du livre de Mme Bonnet, on ne va même pas en parler, ce n'est pas le sujet. Mais il y a le procès par rapport à la rue Marbeuf en 82, l'attentat à la voiture piégée, 1 mort, 63 blessés. Vous avez défendu Carlos dans cette histoire. Non, mais de tous ces procès en France, c'est moi son avocat depuis 97. Il a été condamné à perpétuité pour ces faits. 3 perpétuités en tout, avec 5 procès, puisqu'ensuite il y a eu des appels. Sans aucun élément concret, sauf la légende. Alors, pour l'affaire de l'OPEP, l'Autriche a demandé son extradition sur pression des États-Unis, et j'ai gagné. La chambre de l'instruction a refusé, je crois que c'était la chambre d'accusation à l'époque peut-être, a refusé. Et c'était fini. Et un journaliste autrichien m'a dit, parce que la presse autrichienne suivait le truc, m'a dit, on va tous, quand la chambre d'instruction a donné la décision que c'était un refus, on va sabler le champagne, ils ont dit. Ils ne voulaient absolument pas d'un procès. Donc ça montre bien que ce n'était pas une demande de l'Autriche. Bon. En tout cas, cette affaire de l'OPEP est quelque chose d'assez extraordinaire, ne serait-ce qu'au niveau d'une si faible logistique, je dirais, pour arriver à une opération pareille. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ce serait impossible.
Hein, mais quand même, c'est Mais extraordinaire. pardon, alors prenons le procès de la rue Marbeuf. En quoi ce procès... Non, mais ça, c'est autre chose, c'est bien après. Oui, bien sûr, je sais, c'est après. Mais en quoi ce procès aurait été bâclé, volé ou... Il y avait pas d'éléments. Bruguière, voilà. Bruguière, le juge Cowboy, là, est allé, soi-disant, chercher des archives du ce qui s'appelait BND à l'époque. Il s'est fait prendre en photo avec des journalistes de match qu'il suivait pour faire croire qu'il apportait des éléments, mais il n'y avait strictement rien. Il y avait strictement rien. Et, je précise, il a été poursuivi pour complicité, mais on ne sait même pas qui étaient les auteurs. Donc, en fait, tous les procès ont été regroupés. Enfin, toutes les affaires imputées pour la légende dans le drugstore, c'est arrivé encore après. 40 ans après cette affaire du drugstore. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Moi, je dirais comme avocat, alors qu'il y a une légende, c'est très bien. Moi, comme avocat, je demande, c'est quand même à l'accusation de rapporter les preuves, je demande un petit peu d'éléments, au minimum, raisonnable, permettant... Le principe, c'est quand même... En l'absence de preuves, c'est le doute qui profite à l'accusé. Ça, c'est le principe. Bon, ça, c'est des affaires politiques. Donc, c'est toujours un peu triché parce que c'est des affaires d'État. Des affaires d'État. Politiques par nature, mais a fortiori d'État. C'est-à-dire, l'État a des comptes à régler. Pour telle et telle raison, qu'elle soit purement politique à l'origine ou que ce soit... même les affaires des Gilets jaunes, c'est pareil. Donc là, on est quand même dans une justice qui est pas du tout normal, dans le sens, déjà, c'est des cours d'exception à chaque fois, ce que j'appelle cours spécial. Et puis ensuite, c'est pas une raison pour se dispenser complètement des obligations de l'accusation. Et il n'y avait rien. Des on-dit, des gens qui rapportent. Les témoins, jamais là, parce que tout ça était bien trop longtemps après. Donc le procès, c'est juste pour qu'on pose les questions. Je dis pas que c'est des causes perdues, c'est pas ça, mais c'est pour au moins qu'on puisse poser des questions, éventuellement parler des enjeux politiques. Quant à l'accusé, quand c'est un homme politique, on va dire, Carlos, c'est pas autre chose qu'un homme politique, dire c'est un tueur. Bon, alors déjà, des tueurs, vous en avez beaucoup en France qui sont les policiers. Hein. Ils tirent sans sommation, sans jugement, sans rien. Bon. Peine de mort immédiate. Hein. Alors, c'est pas tous les jours, mais enfin, je pense que des gens tirés dans la nuque, parce qu'un type a crié Allah Akbar, pof, claqué, il y a 10 mecs en face, le type il est tout seul. Non, mais, c'est la peine de mort sans jugement. Mais en France, excusez-moi, la plupart des gens se plaignent plutôt du fait qu'on ne peut plus, pour les policiers, avoir de légitime défense, que si un policier tire alors qu'il est en position de légitime défense, il va avoir 1 milliard de procès derrière lui, qu'il est face à des gens qui ont des kalachnikovs en banlieue et que lui, il a un porte-mine et que si jamais il sort son pistolet, ça va être le drame absolu. Et s'il tire même là, il va devenir absolument... On va lui faire des procès. Enfin, peut-être ce que vous dites existe aux États-Unis, mais reconnaissez qu'en France, c'est pas tellement le cas. Ils appellent ça neutraliser. C'est très bien. Non, mais je comprends que vous défendiez la police, ça, c'est un peu démagogique. Mais, non, mais au Taser, on neutralise. Enfin, écoutez, il y a eu tout un tas de cas où ils ont tiré sur des types. Tout bêtement, le type a crié à Allah Akbar ou je sais pas quoi. Non, mais bon, c'est quand même un scandale total. Et quand vous voyez que quand des policiers ont déconné, soit ils n'ont pas de procédure, déconner c'est grave quand même, parce qu'ils sont armés. Hein. Je ne vous parle pas même de gens avec des kalachnikovs, je vous parle de gens qui ont l'air un petit peu allumés, ou, qui citent Allah Akbar, voilà. Mais il y a eu plein de cas comme ça. Et ça, quand même, dans un pays qui prône la suppression de la peine de mort, c'est la peine de... Alors, il y a 2 types de peine de mort maintenant. Ça, c'est sans jugement. Et puis, les condamnations à perpétuité. Ça, c'est une peine de mort. Il n'y a plus de perpétuité réelle en France? Si, il y en a. Georges Ibrahim Abdallah, par exemple. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bien sûr que oui, il y en a. Même Jean-Claude Roman, il est sorti au bout de 25 ans. Alors, non. On sort toujours, ans. non, parce que parce que le discours de l'État qui ne cesse d'aggraver, de prôner l'aggravation des peines,
avec le doublement des délais de prescription, en plus maintenant, comme ils veulent désencombrer les tribunaux, mais ils doublent les délais on parle de la justice pénale, c'est de dire, il y a des perpétuités réelles. Oui, mais la plupart, même... la plupart, mais même romans, ils sortent toujours au bout de 30 ans, il suffit qu'il y en ait 3, 4... Même Guy Georges va sortir. Moi, je connais des cas où ils ne sont toujours pas sortis. Y compris quand il y a eu Oui, mais après, je pense que dans l'idée, tout le monde peut sortir. Mais après, en effet, si la personne... paraît avoir toujours un potentiel de dangerosité, alors là, elle ne sort pas. Mais ils ont mis tellement de barrages, potentiel de dangerosité. Peut-être vous, ou moi, on peut nous accuser de potentiel de dangerosité. C'est une espèce de fantasme de supposer que les gens... Non. Et de toute façon, quand les gens ont fait de la tôle, d'abord, ils sont cassés, ça c'est sûr. Non, mais et ça fabrique de la dangerosité. Donc, bien sûr, c'est un débat absolument insoluble. Oui, mais quand vous dites et on continue à construire des prisons. Quand vous dites que ça fabrique de la dangerosité, vous reconnaissez vous-même qu'il faut dans ce cas-là une perpétuité réelle, puisque si les gens deviennent de plus en plus dangereux, plus ils sont en prison, c'est pas le moment de les faire sortir. Moi, je suis abolitionniste des prisons. Ah ouais. Carrément, oui, je vous le dis franchement. Je trouve que quand même... Pour les prisons ouvertes. Ouais. Non, mais enfin, on peut régler les problèmes de société autrement qu'en mettant les gens en prison avec l'idée que ça va les rendre peut-être pas tous, soit des légumes, soit des gens agressifs. Et que donc, finalement, il n'y aura jamais assez de prisons et il faut toujours en construire plus, etc. Oui, mais dans le cas de... Aujourd'hui, parce que c'est une chose d'abolir la prison, c'est très bien, etc. Mais dans le cas des prisons qui existent aujourd'hui, vous reconnaissez vous-même que ça fabrique de la dangerosité, que ça ne règle pas les problèmes des personnes. Non, je reconnais moi-même, c'est-à-dire moi, je n'ai pas fait l'expérience. Vous reconnaissez vous-même que ça ne règle rien, et que donc dans ce cas-là, la personne, c'est pas parce qu'on la laisse 30 ans qu'au bout de 30 ans, elle sera moins dangereuse que le premier jour. Mais je peux vous lire 2-3, c'est très court. Hein. Victor Hugo, celui qui ouvre une porte d'école ferme une prison. Bon, ça c'est dans le bon sens, d'accord ? Ensuite, Mark Twain, ok. Celui qui ouvre une prison doit savoir qu'on ne la fermera plus. Louis-Ferdinand Céline, presque tous les désirs des pauvres sont punis de prison. C'est intéressant, quoi. Hein ? C'est vrai. Et Albert Camus, donc je cite que des gens très respectés. Hein. Une société se juge à l'état de ses prisons. Voilà, il y a aussi cet autre débat. Non, mais je suis tout à fait d'accord que c'est extrêmement clair qu'aujourd'hui, les prisons, on met un petit délinquant en prison, on ressort un grand délinquant, on met quelqu'un qui est plus ou moins stable psychologiquement, il en ressort un fou, etc. Ça, tout le monde est d'accord. Mais à partir du moment où on est dans ce cas de figure-là, la perpétuité s'explique. Parce qu'il faudrait changer tout le système des prisons, mais dans ces prisons-là, c'est normal qu'on ait ça. J'étais déjà devenu avocat quand M. Badinter a fait abolir la peine de mort. Et il y avait assez peu de condamnations à perpétuité avant, quand il y avait la peine de mort. Parce que la symbolique de réponse à quelque chose qui a gravement troublé l'ordre public était purgée, le besoin de vengeance, était purgé par la peine de mort, qui était quasiment plus exécutée en France. Il y a eu une explosion, et c'est exponentiel depuis d'ailleurs, des condamnations à perpétuité. Les cas qui sont aujourd'hui condamnés à perpétuité, c'était grand maximum 30 ans. Il y avait 30 ans, et puis après c'est la peine de mort. Or, il y a des centaines de gens maintenant condamnés à perpétuité. Et donc, au bout de 30 ans de tôle, qu'est-ce qui ressort de là ? Alors là c'est la partie légumes. À mon avis, c'est légumes. C'est plus des êtres humains. Oui, mais on vous explique qu'il y a certains criminels, c'est plus des tueurs en série, qui ne sont pas accessibles à avoir des émotions. Ils ne ressentent pas, tout le monde, moi je ressens des émotions de bien, de mal, de tristesse. Il y a certaines personnes, les psychiatres le vont, qui n'ont pas d'émotions. Et donc,
à jamais, on pourrait les laisser 40 ans, on pourrait les laisser dans le meilleur système au monde, on pourrait les laisser dans un jardin extraordinaire où ils travailleraient, se cultiveraient, liraient Zola, etc. On pourrait les laisser dans une truc de 1 mètre carré, ils en sortiraient pareil. Donc, oui, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? L'exemple que je vous ai donné de cette explosion des peines à perpétuité, il n'y avait pas plus de criminalité, les gens restaient beaucoup moins en prison. Il y avait quelques condamnations à la peine de mort, en dehors des périodes issues de la guerre, la Seconde Guerre, etc. Et il n'y avait pas plus de criminalité, les gens restaient beaucoup moins longtemps en prison. En fait, on est arrivé à un système d'exclusion totale de la société. Alors, bon, c'est un choix politique, mais on est théoriquement dans un état de droit, théoriquement dans une démocratie. Et l'idée, c'est pas d'exclure définitivement de la société. L'idée, c'est de faire en sorte que la société marche mieux. Donc ça fabrique de la violence. En gros, pour simplifier, je dirais, on a un peu l'impression que c'est pour faire plaisir au BTP. Au BTP. BTP. Construire. Oui, très très bien payé, ouais. tout ça. Très bien. Et puis ça fait des sacrés budgets, ça coûte cher. On paye tous pour ça. Mais donc ça veut dire qu'on fait quand même des belles prisons. Un prisonnier coûte affreusement cher. Donc ça veut dire qu'on fait quand même des belles prisons. Non, même pas. Ils sont même pas capables de restaurer les trucs pourris. Mais au-delà, les frais de fonctionnement chaque prisonnier coûte une fortune chaque jour. Bon, alors voilà, on va pas. On va pas faire le débat là-dessus. Je ne suis pas la seule à le dire. Et il y a de tels abus dans les conditions dans lesquelles les gens se trouvent. J'étais avec Dominique Simoneau, enfin, j'étais pas avec elle, j'étais à un débat où elle parlait, et on entend des choses effroyables. Et une société dite moderne, enfin, bon, démocratique, état de droit, etc., qui se permet de continuer dans le même système que De Gaulle avait répondu à Pleven, qui était son ministre de la Justice. Pleven lui disait il y a un problème sur l'état des prisons. Et De Gaulle avait dit ne me parlez pas des poubelles de la France. Non, mais ça, je pense que beaucoup de gens, et que même l'opinion publique globalement, et même les médias, sont d'accord pour dire que les prisons, il y a des abus, il y a des choses terribles, qu'elles sont. Voilà, qu'il y a quelque chose à faire. Bon, c'est pas grave. Après, sur le cas des policiers, ça me paraît plus... Bon. Mais bon, avançons un peu. Ouais. Alors, il y a une question quand même. Vous dites que, en quelque sorte, que quand on fait en Afghanistan des frappes à 5000 mètres d'altitude, et par exemple, il y a un mariage et on met une bombe pour détruire un endroit et tout le monde est mort. Vous dites que c'est bien pire que de faire un attentat ciblé, vous aviez dit ça chez Thierry Ardisson, que de faire un attentat ciblé comme par exemple rue Marbeuf, où on met une bombe ciblée à un endroit et où il y a les morts sont plus ciblés encore. Non, j'ai pas pu dire ça parce que non, mais globalement, l'affaire le procès de la rue Marbeuf n'avait pas eu lieu. Je vais pas citer. Moi, je respecte la présomption d'innocence quand même. Hein. Donc simplement. Il y en a à qui on demande des comptes quand on les accuse d'un attentat. Alors depuis, il y en a eu des plus importants en France. C'est quand même une époque, dans les années 70, où même l'OAS a fait énormément de morts. On n'en a jamais beaucoup parlé. Donc, des attentats, il n'y en a pas eu que de révolutionnaires, il y a aussi beaucoup de gens d'extrême droite à une époque. Et grosso modo, même si on va plus loin, des attentats dits de masse, enfin, qui font beaucoup de victimes, c'est toujours beaucoup moins que les victimes que font les armées illégitimes qui interviennent, comme ils appellent ça, dans les opérations extérieures. Et l'OTAN, si on faisait le compte des meurtres, des assassinats commis par l'OTAN de populations civiles, bon, je n'ai pas les chiffres parce qu'ils ne sont pas tellement communiqués, ces chiffres-là. Mais c'est épouvantable. Et ils n'ont jamais à rendre compte. Parce que c'est opération extérieure. Ils ne peuvent pas être considérés comme vaincus et rendre compte après. On pourrait dire dans ce même-là que les frappes alliées, les bombardements alliés sur les villes de Normandie, etc., aussi, ça a fait énormément de morts. La destruction de Dresde. Voilà, non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, tout devient un peu justifiable, ces arguments. Oui, mais enfin, quelle est la violence? Il y a la violence d'État, ce qu'on appelle la violence légitime. L'État, droit à la police, l'armée, etc. Que ça serait toujours, soi-disant, une violence légale.
Moi, je ne crois pas qu'on peut accepter ce principe par nature, parce qu'il n'y a aucune violence légale. Moi, je suis vraiment anti-violence. Il n'y a pas de violence légale du tout. Donc, il y a ensuite des situations de regarder les combats des nationalistes. Enfin, c'est un exemple tarte à la crème, mais les nationalistes algériens, bon, c'était des terroristes pour l'État français. Puis après, ils étaient au gouvernement, quoi. Oui, les résistants étaient vus comme des terroristes par Vichy, et dire, etc. Alors, bien sûr. Moi, c'est pas moi qui est l'action que vous avez oui. faite, c'est Carlos qui a écrit ça, enfin via quelqu'un d'autre qui l'a écrit dans le livre L'Islam révolutionnaire. Ah, oui. Et c'est lui qui, moi je ne vais pas me mêler de ça, je suis pas une activiste armée, je suis pas parfois un peu avec ma parole, mais je suis pas une militaire, on va dire. Mais alors la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que Carlos était avant tout un militant politique qui a dû, pour la Révolution, passer un moment par tuer pour le bien de la Révolution, ou est-ce que c'était un mercenaire qui a parfois pris comme prétexte la Révolution pour tuer? Oui, ça c'est la thèse de Madame Bonnet, effectivement. Ah non, mais tout n'est pas la thèse de Madame Bonnet. C'est elle qui dit ça. Donc simplement, c'est un type... il paye son temps de prison à cause de ses engagements politiques. Il n'a jamais fait ça pour lui, pour s'amuser ou je sais pas quoi. Donc, il est d'une famille extrêmement... Enfin, son père, très politisé. Il faut aussi... il y a toujours le relativisme culturel qu'il ne faut jamais oublier. On parle de gens en Amérique latine. Et le fait de... C'est vrai que nous, ça ne nous viendrait pas à l'idée, enfin nous, là, ici, de s'entraîner avec des armes, enfin... Quoique j'ai fait une fois en Afrique pour voir ce que c'était, mais je veux dire, c'est pas... Alors que c'est des pays où tout le monde est armé, encore aujourd'hui, quoi. C'est pas uniquement pour des questions de sécurité ou que ce serait la crise au Venezuela, je sais pas quoi. Ça a toujours été un peu une utopie, la notion de révolution. Les révolutions, elles démarrent parce qu'il y a un concours de circonstances. Les révolutions, aujourd'hui, il y en a, mais en général, il y a des puissances étrangères qui tirent des ficelles quand un dirigeant ne convient plus. Donc, l'armée... prend le pouvoir, mais il y a quand même eu, lui, il a commencé à faire de la politique donc, dans une région du monde où les armes, c'est un truc normal, très politisé, hein, c'est l'Amérique du Sud, c'est très, très politisé, surtout cette région, Venezuela, enfin, il y a toute l'histoire de ces pays qui ont été des colonies avant ça, hein, quand même, qui ont été des colonies, et... élevé, le père était un révolutionnaire, il a été en prison, son père, pour avoir voulu faire un coup d'État. Donc c'est une culture. Et ensuite, j'imagine bien, bon, c'est une impression que j'ai, parce que je n'ai pas du tout vécu tout ça, que partir en Orient, quand c'est la guerre, alors un certain goût pour la guerre, mais enfin... Il y a des tonnes de militaires qui ont le goût pour la guerre aussi. C'est pas anormal d'avoir un goût pour la guerre. Dans des combats très difficiles, hein, notamment en Jordanie. Et puis que ça a toujours fait partie de la culture de la gauche, et surtout des pays d'Amérique du Sud aussi. La défense des Palestiniens. Voilà. C'est pas un truc antisémite ni quoi que ce soit. La défense des Palestiniens, on en parle moins maintenant. Et donc les coups d'éclat, notamment le FPLP quand il détournait des avions, vous savez, en Jordanie, quand il sortait les gens, mais il faisait sauter les avions. Tout ça a beaucoup aidé à l'époque à avancer la cause palestinienne. Donc c'est un ensemble de choses. Mais c'est un combat nationaliste. Les Palestiniens ils demandent à avoir le droit à un pays. Bon, ils n'en ont plus là. Hein, à part des Bantoustans, mais ils sont colonisés. Donc moi je respecte beaucoup les autres cultures. Hein. Moi, je suis pas été élevé en Amérique du Sud, je connais pas tout ce truc, mais moi je me fais l'avocat du diable, sinon il n'y aurait pas d'émission. Je respecte les autres cultures. Mais alors il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que Carlos, marxiste, communiste, mais en même temps financier... Non, pas marxiste, hein, il a toujours dit qu'il n'est pas marxiste. Voilà. Ouais. Mais en même temps financier par d'anciens nazis, parce qu'on a vu que par exemple François Genoux, qui était
l'exécuteur testamentaire d'Hitler, a financé tous ces mouvements pro-palestiniens. Il y avait énormément d'ex-nazis qu'on a retrouvés là-dedans. Non. Alors là, c'est pareil, c'est une espèce d'amalgame que vous faites. François Genoux était connu dans le monde arabe et dans le monde des Palestiniens parce qu'il a été le banquier du FLN. Ouais. Bah, c'est ça d'abord. Hein. C'était le banquier du FLN, associé avec le grand mufti de Jérusalem. Donc Genoux a toujours été engagé aux côtés de la cause arabe et des Palestiniens. C'est lui qui a réussi à faire sortir Bruno Breguet de tôle en Israël, parce que Breguet est resté plusieurs années en tôle en Israël, et c'est François Genoux qui l'a fait sortir. Donc, alors, moi, j'avoue, j'ai croisé une fois Genoux, mais je ne connais pas vraiment assez bien son histoire. Alors, bon, sans doute ça sent mauvais, le fait qu'il est... c'est pas correct. Hitler, bon. Non, c'est pas... Non, je crois pas. Non, c'est inexact, ça, je crois pas que non, je pense qu'il a... je suis pas bien calé là-dessus. Je l'ai croisé une fois, je n'ai pas beaucoup parlé avec lui. Mais à la base, François Genoux, c'est la cause arabe. Et que ça ne veut pas dire que c'était un nazi. C'est un peu... Il y a eu des bouquins qui ont été écrits comme ça là, sur ce sujet pour régler des comptes. Non, mais j'ai pas dit l'inverse, je disais juste que c'est assez... Je ne juge absolument pas, je fais pas d'amalgame, juste que l'histoire est étonnante et c'est étonnant qu'on retrouve dans cette cause où plutôt promue par l'extrême gauche des gens qui viennent d'anciens nazis. Non, c'est le côté, il vient pas de ce groupe nazi, pas du tout. Genoux, c'était le banquier, soutenait les Arabes, la cause palestinienne, et c'est venu du fait que à la base, il a beaucoup aidé les nationalistes algériens. C'est comme ça qu'ensuite il est resté dans ce monde. Ça, c'est la caractéristique principale de François Genoux. Alors, je ne suis pas là pour réhabiliter son image, mais il faut quand même dire la vérité. On ne peut pas tronquer et employer et ne voir qu'un des deux côtés du personnage. Bon, alors, à la fin, il s'est suicidé, mais... oui, il s'est suicidé. Oui, mais comme Godard aussi, parce qu'il en avait marre de vivre, quoi. Ah oui. Godard, c'est une manière de suicider. Le lien était pas assez... Non, mais Genoux était un personnage tout à fait fascinant et extrêmement très charmant, intéressant. Quand j'ai rencontré, très charmant. Ouais. Mais de toute façon, l'histoire est toujours floue parce qu'on a trouvé également dans des mouvements extrêmement libéraux. Vous retrouviez au Chili de Pinochet avec la CIA, d'anciens nazis aussi. Donc tout était beaucoup plus compliqué que ça. Donc tout est toujours plus complexe. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre. Non, mais je suis d'accord, complètement. Je ne faisais pas du tout amalgame en disant regardez, c'est les nazis. Non, je dis justement que l'histoire est complexe et qu'on peut retrouver des anciens nazis dans tous les camps. Voilà. Les Américains ont été les premiers. Les États-Unis. Les États-Unis ont été les plus grands recruteurs, quand même. Voilà, tout à fait. Là, alors, l'arrestation de Carlos. C'est pas une arrestation. Non, mais quand il se fait arrêter au Soudan... il est enlevé. Il est enlevé, mais est-ce qu'on ne profite pas d'une opération, j'avais entendu, d'une varicocèle au testicule, il est opéré anesthésie générale et tac, on Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été organisé par la CIA. C'est officiel, ça a été revendiqué par la CIA. Et que, effectivement, ils ont filé le bébé aux Français. Mais par contre, il y a eu ça... ou ça aurait pu être un autre prétexte, mais enfin, effectivement, ils ont un peu... ils ont profité du fait qu'il était opéré. Une petite opération. D'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est qu'il est enlevé par les services secrets français et pas par des officiers de la police judiciaire. Le mandat est français et pas international. Et il est donc le seul étranger entré régulièrement sur le territoire national que le gouvernement se refuse à expulser. Ouais, ça c'est vrai, c'est moi qui avais dit ça. Et comme si un peu les services vénézuéliens allaient enlever un Français aux États-Unis. Enfin, c'est ça. C'est très bizarre. Et donc, l'amener à Caracas, se foutre en tôle. Évidemment que l'ambassade de France se pointerait en disant ça va pas, on ne fait pas comme ça. D'ailleurs, il en a voulu à Vergès, alors ça j'ai pas compris. Vergès lui aurait dit de retirer la plainte qu'il avait fait par rapport à ça. C'est pas lui qui avait fait la plainte, il y avait deux procédures qui étaient en marche. Une qui était de contester, je sais pas quoi, la mise, l'inculpation, que c'était, la base n'était pas valable parce qu'il ne devait pas être sur le territoire français. Et deux, une plainte pour enlèvement. Plainte pour enlèvement. Et donc, j'ai oublié le nom du confrère algérien là, qui était avec Vergès. Donc, les deux n'étaient pas d'accord.
Bon, alors ensuite, Carlos, quelquefois, il en veut à des gens. Est-ce que c'est des inventions? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, quand Rondeau, en prenant sa retraite, a revendiqué le fait qu'il était dans l'avion, et donc un avion français, donc le droit français redevenait compétent. C'est un avion français qui est parti de Khartoum. Et donc j'ai déposé une plainte contre Rondeau pour enlèvement. Et il n'y a rien eu à faire, comme quoi la justice elle est toujours à géométrie variable. Parce que malgré des aveux, c'était dans le Figaro, dit c'est moi qui ai enlevé Carlos, j'étais dans l'avion avec lui. Donc quand même un type qui revendique une infraction, il avoue. L'aveu, tout le droit pénal français est basé sur l'aveu. Alors tout est bien. Et bien non, ils ont sorti donc des décisions anciennes de la Cour de cassation qu'on ne pouvait même plus rediscuter à cause de ce bidouillage de procédure au début. Donc c'est pas lui qui dépose plainte, c'est les deux avocats, Vergès et l'autre, n'étaient pas d'accord sur la stratégie. Ils ont préparé des procédures, hein, et donc ensuite, il a accepté ce que lui disait Vergès, il a dit de retirer la procédure pour enlèvement. Alors, en 94, Carlos est incarcéré, 8 ans à l'isolement total, ce qui n'est pas permis par la loi. 10 ans. 10 ans, ouais. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Avec les procédures que j'ai faites, oui. Mais ils ont un peu triché, encore une fois. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je voulais la condamnation pour torture. Torture et mauvais traitement. La veille de l'audience devant la grande chambre de la Cour des droits de l'homme, la grande chambre, ils l'ont sorti de la santé et ils l'ont mis dans une centrale mélangée aux autres gens, voilà, comme ça. Et donc, la Cour a répondu que maintenant, la France... donc voilà, j'ai pas eu la condamnation. Il y avait une très forte symbolique là-dedans, et cette espèce de petite manip d'aller le foutre dans une centrale avec des pauvres gars abrutis. Et qu'est-ce qui justifiait l'isolement? Parce que l'isolement, là, il y a quand même, on est d'accord, quelque chose de vraiment ignoble, quoi. Alors, ça rend fou, quoi. Tous les gens qui ont vécu l'isolement. Trois mecs dans une cellule pour une personne, oui, ou aussi. 4, ça rend fou. Mais je pense que l'isolement, c'est encore plus... je trouve qu'il était plus en forme quand il était à l'isolement que mélangé avec parce que souvent, moyenne des prisonniers. Tous les gens qui ont fait moi, les témoignages que j'ai lus, les gens disent que par rapport à l'isolement où il y a quelque chose de... où on devient malade, mieux vaut être avec 3 personnes, même s'il y a des bagarres, même si on se bat, même si tout, parce qu'au moins on a quelqu'un, quoi. Il avait l'air assez content quand il est arrivé, parce que c'est un type, c'est un latin, c'est un homme politique, il aime parler avec les autres. Ouais. Mais je crois pas que ça lui ait fait tellement de bien. Ouais. Alors, vous le rencontrez le 22 juin 97, il vous fait un baise-main dans le couloir de la comme il aime prison bien de la faire à Santé. toutes les femmes, pas spécialement pour moi. Et là, vous ressentez une sorte d'onde de reconnaissance, une alchimie. Le type était intéressant, quoi. Voilà, et il avait 40 avocats, donc vous les quittez à la défense. Non, moi j'ai rien demandé, c'est lui qui a viré tout le monde, et j'étais bien embêté après. Sauf vous. Non, mais moi, il me désigne à ce moment-là. Donc, il y avait tout un tas d'avocats qui étaient déjà en place. Et il vire tout le monde pour son premier procès, qui est en décembre 97. Donc là, c'est un peu lourd. Hein. Ouais. Non, mais... Et alors, comme le 25 août 2001, il demande votre main dans un cagibi de 2 mètres sur 2 mètres, en plus, comme l'État l'isolement, c'est vitré, vous vous mariez selon le rite coranique. D'ailleurs, comment ça s'est... Ma question, c'est comment moi, ça j'étais s'est mariée fait progressivement. déjà. Non, mais j'étais mariée. Oui, mais ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Donc, non, mais... vous avez le droit d'avoir plusieurs hommes. Non, mais je ne suis pas religieuse. C'est une histoire drôle. Mais alors, c'est pourquoi ce mariage? C'est une histoire drôle. Pourquoi comme ça, pour faire un événement, quoi. Alors, quelqu'un a publié, a rentré un truc sur Internet, sur Wikipédia, et quelqu'un me signale qu'il y avait cette phrase. Maître Coutanpère s'ennuyait, alors elle a épousé Carlos. Alors, ça, franchement, j'ai trouvé ça formidable. Mais on a dit que c'était un peu pour faire chier tout le monde. Que vous oui. Ça. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes. Quand même, après, mais je regarde pas les problèmes qui viennent après. Les moments où je me marre. Il y a eu une petite histoire sentimentale ou c'était un pur canular? Mais non, mais le type était, il était très, très en forme à l'époque. Hein, il n'était pas encore cassé. Non, mais je veux dire, il n'était pas cassé par la tôle. Il est un peu cassé. Là. Ah là, aujourd'hui, il est cassé?
moi, je trouve. C'est-à-dire que très cultivé, très, très vif, drôle, beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Voilà, l'isolement lui faisait moins de mal que le mélange, je dirais la mixité avec la population moyenne dans les centrales. C'est des centrales de longue peine. Alors, c'est pas pour critiquer enfin, et la personne avec qui parler, en fait. Et pourquoi elle est convertie à l'islam? Pourquoi il s'est converti à l'islam? Non, alors, c'est ce qu'il dit, hein, moi je ne sais pas non plus. Je crois que c'était en 76. Il y avait une opération, je ne sais pas laquelle, bon, quelque part dans le monde. Et il était. Le commando, c'était que des musulmans, sauf lui. Parce que tradition catholique au Venezuela. Même s'il n'était pas pratiquant, mais enfin. Et donc, les autres lui ont dit, c'est ce qu'il raconte, hein, je cite, il y avait un gros risque qu'ils soient tous flingués. Et donc, les autres lui ont dit, il faut que tu te convertisses, comme ça, on sera au même endroit après, en cas de ratage, et que tout le monde est flingué. Donc voilà, c'est ça qu'il dit. Donc, il l'a fait par solidarité pour l'esprit du groupe. Mais il y a quand même dans le communisme, le marxisme, et en même temps de l'autre côté l'islam, c'est assez étonnant comment il fait l'alliance entre les deux. Écoutez, moi je suis... c'est la question des religions, enfin je ne voudrais pas dire ce que je pense sur la religion. Alors, soit c'est des postures, vous voyez tout un tas de gens catholiques ici. Bon... de ce que j'en sais, les musulmans, ils ont des pratiques plus concrètes et quotidiennes, quoi. C'est pas seulement une fois par semaine, comme les catholiques pratiquants qui vont à la messe. C'est quelque chose tous les jours. C'est une philosophie aussi, je pense. Un truc de méditation. Bon, alors ensuite, est-ce qu'il aurait... Je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas savoir parce que j'ai horreur de parler des religions. En fait, ça m'ennuie. Moi, je suis complètement athée. Alors, donc, c'est pas... Et puis, surtout, les religions sont tellement utilisées pour semer la zizanie entre les gens et provoquer des guerres, même, épouvantables, que j'ai une espèce de rejet. Mais j'imagine que quand même, dans un environnement de prison qui dure tant de temps, ça doit peut-être aider un peu à tenir le coup. Ouais. Hein, parce que j'y pense, parce que j'ai eu pas mal de clients musulmans, alors, très pratiquants, hein, très pieux, je dis très pieux. Et j'étais toujours étonnée, en allant les voir, que ces gens-là avaient une espèce d'humour, déjà, de recul, supportaient beaucoup mieux le régime qu'ils subissaient, parce que ces gens-là, ils sont en général très maltraités dans les prisons. Et donc, ceux qui sont, c'est nouveau ça, ce genre appellation radicalisée ou je sais pas quoi, mais ceux qui sont un peu poursuivis parce que justement ils sont trop pieux, hein, trop pieux, et puis que c'est une vieille histoire coloniale française, on va dire, hein, c'est des Arabes bien sûr, et donc quelques-uns, je veux dire, des types qui sont harcelés de procédures dès qu'ils vont dans un autre pays, parce que la France est chargée de traiter ces gens-là. Donc ils partent en Belgique pour se marier, je sais pas quoi. Ils sont, en général, ils ont une deuxième ou une troisième procédure après. Et cette espèce de capacité à prendre les choses avec recul, en gros, c'est Inch'Allah, quoi. Et je pense que ça doit aider, peut-être, à supporter, on va dire, cette privation de liberté totale. Hein, mais d'ailleurs, souvent, tous les gens qui ont perpétuité ou qui ont pris 20 ans, qui sortent un jour, par exemple, je sais pas, le tueur de Lapa, par exemple, vous savez cette histoire, ils deviennent tous religieux, ils vont tous dans des monastères, ils finissent tous dans ça. Alors, Paul Touvier, enfin voilà. Paul Touvier, il est devenu musulman. Non. C'était très drôle. Non, mais souvent ils viennent tous religieux, quoi. Ou juifs, alors. Ça voilà. Ça a été génial, ça a été extraordinaire. Est-ce que Carlos avait un rapport spécial aux femmes? C'est-à-dire qu'on dit qu'il aurait pas mal utilisé les femmes pour ses attentats, qu'il se serait pas mal servi des femmes, et qu'il surtout il avait une obsession avec les femmes, presque une obsession sexuelle, ou en tout cas qu'il était un peu érotomane, quoi. Alors, pas du tout. Je sais pas, non, mais je pense que c'est un dragueur. Hein. Ouais, c'est un dragueur, c'est sûr. Bon, c'est un peu latino, ça aussi. Hein. Et puis alors ensuite, je pense que chez les Palestiniens, j'ai eu d'autres cas, les femmes
c'était toujours assez commode, oui, pour laisser une petite valise avec des trucs et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, Et alors ça, c'est l'autre, Sophie Baudet, qui dit ça. Elle dit que Carlos a une obsession pour les grandes familles bourgeoises et qu'il passe son temps à dire que Isabelle Coutempère est une grande bourgeoise. c'est vrai qu'il est d'une famille bourgeoise, mais au Venezuela, c'est pas façon à la française. Moi, je suis pas du tout une grande bourgeoise, donc je suis pas d'un milieu ouvrier non plus, mais bon, mais vous savez, après que les gens en prison aient besoin de se donner, il n'a pas besoin d'un standing comme ça, parce que lui-même, il est une sorte de légende, mais ça ne doit pas être très facile de vivre avec sa propre légende dans des conditions quand même très glauques. Bon, c'est un conteur, on va dire. Enfin, moi, je suis pas du tout une grande bourgeoise. Ouais. Enfin, je suis d'un milieu assez... Enfin, en gros, quand même, ma mère était pianiste, très, très cultivée. Mon père aussi, pas pianiste, mais ingénieur, on va dire ça comme ça, polytechnicien, et très cultivé aussi, une famille de musiciens, etc. Tout le monde faisait de la musique. Bon, on peut dire que c'est bourgeois, mais enfin, pas... C'est pas un état d'esprit bourgeois au sens que les bourgeois veulent contrôler les ouvriers. C'est pas du tout Et ça. alors, Sophie Bonnet dit aussi qu'il a une obsession avec les homosexuels. Il voit des homos partout. Ouais. Ce qui est assez courant en Je sais prison. pas s'il en voit partout, mais à mon avis, l'organisation de l'administration pénitentiaire est faite pour que les types deviennent homosexuels. Surtout les jeunes types qui ont des besoins, quand même. Oui, il distribue des préservatifs en prison. Oui, ça, c'était... Oui, ils avaient commencé à faire ça. Bah, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein. Le sang contaminé, le sida, tout ça. Bah, disons que c'est pragmatique, mais enfin, ça veut dire qu'il y a un besoin. À l'époque, il envoie des lettres à un journal de Marc-Édouard Nab qui s'appelle La Vérité, qui sont publiées donc, dans un journal. Ouais, c'était bien ça. C'est moi qui avais créé la société de ce journal, La Rose de Téhéran. Enfin, La Vérité. C'est pas la Pravda. Et la 4e internationale, l'association de la 4e internationale, un peu pilotée, a fait une procédure pour interdire à Nab de conserver le nom. Parce qu'ils ont dit que le nom, La Vérité, c'était à eux. Non, mais... Et d'ailleurs, je crois que Marc Dornan ne l'a jamais lâché. Il continue toujours. Ouais. Il a fait des dossiers sur le drugstore. Il le continue toujours. Il est venu au procès. Ah, il est venu. En appel de la cour d'assises. Et c'est assez compliqué de venir faire des dessins dans les salles d'audience. C'est réservé. Il y a un club des dessinateurs d'audience. Enfin, il faut être agréé. Mais lui, avec son tempérament, il est arrivé dans la salle avec sa boîte, son matériel. Il s'est installé sur la table de l'huissier et tous les jours, il venait avec un nouveau matériel. Et il avait même, quand il était avec de la peinture qui devait sécher, il posait les feuilles sur l'escalier qui permettait à l'avocat général de descendre. Enfin, ça a été formidable. Il n'a jamais réussi à exposer tous les... Il a fait 60 ou 70 peintures ou dessins pendant ce procès qui durait un peu plus d'un mois. Il n'a jamais trouvé un endroit pour exposer. Ah ouais. Pour dire que, vous voyez... Pourtant, à une époque, il avait sa propre galerie quand il était devenu... Oui, mais ça, c'était après. Ah, ok. C'est pas sa galerie, c'est un endroit qui est loin. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui lui ont proposé de s'évader à Carlos? Vous dites des confrères, peut-être, non? Non, c'est lui, c'est lui qui dit ça, moi, j'en sais rien. C'était avant que je devienne son avocat, bien sûr. Et non. Il dit que... Bon, c'est ce qu'il me dit, c'est qu'un avocat algérien lui a dit, parce que les services algériens sont assez forts quand même, lui a dit que c'était pas un problème, ça pouvait s'organiser. Et il dit qu'il a refusé parce que, enfin, je suppose... Bon, déjà, il a refusé parce que c'est peut-être pas son tempérament de s'évader, mais deuxièmement, il serait fait flinguer. C'était peut-être juste pour l'emmener dans un piège. Et donc, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la vie. Pas du tout envie de mourir. À une époque où on a cru qu'il pourrait y avoir un échange d'otages avec Ingrid Betancourt. Non, c'est faux, ça. C'est des conneries. Enfin, il y a quelqu'un qui a écrit des trucs, mais c'est pas moi. Non, par contre, là, on en est à la phase... Enfin, je travaille là-dessus depuis 2 ans. Pour un transfèrement. Transfèrement, c'est pas une extradition. C'est le droit de finir une peine dans son propre pays de nationalité. Voilà, transfert. Mais au Venezuela, il serait libéré.
Ça n'existe pas, perpétuité. Il y a beaucoup de Oui. pays où ça n'existe pas. Ouais. Enfin, soit on dit Mais on fait surtout qu'au Venezuela, il est un perpétuité peu un réelle héros. et il sort les pieds devant d'une tôle en France, soit on respecte les lois, et il y a une convention entre le Venezuela et tous les pays européens, c'est au niveau européen, de transfèrement. Les condamnations sont définitives, donc il peut être transféré. Le ministère de la Justice a ouvert le dossier depuis 2019. Mais je travaille beaucoup là-dessus. Mais au Venezuela, il pourrait même être député, il pourrait être... J'en sais rien. Bon, c'est-à-dire, il a Les rockstars, là. il n'en rate pas une fois, je ne sais plus, il a fait une déclaration qu'il allait faire le ménage là-bas. Alors, c'est sûr. Maduro, Maduro, il n'a pas du tout envie qu'il revienne. Hein. Ouais. Donc, ça ne me simplifie pas le travail, tout ça. Hein. Et quelle vision il a des terroristes actuels? Je ne sais pas. Je n'ai pas de point de vue. Disons que il s'entend bien avec les types musulmans, mais enfin, je ne sais pas, ce qu'on appelle terroriste, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est terroriste. Non, mais ceux que vous avez par exemple défendus en 2015. 2015, je n'ai pas défendu beaucoup. Non, pas en 2015, pardon, au procès des attentats de 2015, je veux dire. Ah oui. Oui, enfin, moi j'ai défendu quelqu'un qui a été on va en parler, poursuivi juste avant le procès pour complicité, on ne sait même pas pourquoi. Mais bon, enfin, en tout cas, je ne vais pas donner mon point de vue sur ses opinions, les opinions d'Elich Ramirez Sanchez. Alors on va clore le sujet Carlos, et je veux juste pour comme ça faire une transition, qu'on parle 2 minutes de Vergès. Vous avez travaillé avec Vergès? On s'est installés ensemble, oui. Ouais. Vous avez défendu avec Vergès Magdalena Kopp. Et Bruno Breguet. Ouais. Magdalena Kopp qui avait une histoire avec Carlos. Sortait toujours les trucs de Sophie Bonnet. J'en sais rien. Non, Magdalena Kopp, c'était sa copine. Ouais. C'était la copine. Ah non, moi je pense ça c'était dans le film de Barbara Schroeder. Oui. Alors c'était sa copine. Sophie Bonnet n'a pas tout et en fait, il inventé s'est dans le marié monde. avec elle. En fait, c'était pour qu'elle puisse avoir la nationalité vénézuélienne. Quand ils sont partis de Syrie, c'est le président des États-Unis qui a fait savoir à Hafez el-Assad que s'il ne virait pas Carlos, ça allait chauffer. Voilà. Donc les Syriens ont dit vous déménagez. Et donc lui, il a considéré, sachant qu'ils avaient une fille à ce moment-là, que c'était plus sûr pour elle qu'elle aille au Venezuela. Et donc il fallait qu'elle puisse avoir un passeport vénézuélien. Donc via le mariage, c'est automatique au Venezuela. L'épouse ou l'époux a automatiquement la nationalité. Mais dans le film de Barbara Schroeder, je crois qu'il y a une interview de Carlos qui dit que Vergès lui a piqué ou un truc comme ça. Disons que Vergès avait dit moi j'assure toujours le service après-vente une fois qu'elle a été libérée. Je crois qu'il a voulu aussi. Elle a été expulsée en Allemagne. Et quand même, comme tout ça, c'était un peu des affaires internationales, service après-vente, c'est de vérifier et d'assurer sa sécurité, de vérifier qu'elle ne va pas être enlevée par un autre pays, des trucs comme ça. Bon, après, je n'étais pas sur place. Moi, je n'y suis pas allée. D'ailleurs, je n'étais plus installée avec lui à ce moment-là. Je crois que c'est en 86. Et j'étais plus installé avec lui. Ouais. Je vais vous poser une question à laquelle je suis sûr que vous ne me répondrez pas. Je peux toujours répondre à ma manière. Est-ce que vous avez une hypothèse ou un avis ou une idée sur la disparition de Vergès entre 80 Ah oui, bon, on me l'a foutu. C'est toujours la même J'ai question. toujours dit, maintenant il est mort. Mais on a parlé de ça, que c'était à lui de le dire. Bon, c'est pas à moi. Et donc maintenant il est mort et a fortiori je ne sais pas plus aujourd'hui que je le dirai. Donc j'avais bien posé la question. Alors je voulais qu'on parle maintenant de Charles Sobrage. Sobrage. Oui, Sobrage. Ouais, Je sais pas Sobrage. si on prononce J. Le serpent. Alors ça c'est extraordinaire. On a dit que c'était un escroc, un séducteur, un détrousseur. C'est complètement autre chose, hein, on n'est plus du tout dans Carlos. Détrousseur de touristes, roi de la cava, l'expert en poison. Tueur en série même. Tueur en série, ouais. meurtrier diabolique. Alors là, je suis sûr que vous allez me dire que c'est exact pas du tout ça. On dit qu'il a assassiné une 12aine de personnes, notamment des hippies. On disait un peu tueur de bikini parce que c'est Bikini Killer. Bikini Killer, c'est mieux comme ça. 12aine d'assassinats de hippies en Thaïlande, en Inde, au Népal, qu'il allait les voir en leur parlant de Nietzsche, de bouddhisme, d'hindouisme, de tuyaux pour se loger,
il voulait leur vendre des pierres précieuses et qu'ensuite il les empoisonnait, il les tuait. Racontez-nous comment vous l'avez connu, comment je l'ai non, connu. Oui, non, mais comment vous êtes arrivé dans ce dossier et non mais sa femme de l'époque, quand il a été arrêté à Katmandou. Anne-Sophie Leclerc, non. Non, Non, pas du tout. Pas celle qui est morte, d'accord. Non, celle qui a été sa femme, avec qui il a eu une fille. Ah ouais. 2003, 2004. Parce qu'il avait déjà été condamné, et il avait fait appel, et elle m'a demandé si je pouvais le défendre, mais pas comme avocat française. Oui. Donc c'est vrai que je suis allée à Katmandou. J'ai même plaidé en anglais un peu. C'était un peu drôle. C'est très dépaysant, hein, quand même. Bon, toujours est-il que, donc depuis 2004, je suis son avocat. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est un tueur en série, hein, parce que déjà, c'est objectivement faux si on considère que les décisions judiciaires veulent dire quelque chose. Mais on va dire que dans certains pays comme en Inde ou au Népal, un Français, c'est peut-être plus facile de condamner, enfin un Français mal vu par la France. Mal vu par la France. Donc, c'est faux, il n'y a pas de condamnation, sauf au Népal. Et cette condamnation au Népal, donc en Inde, il a été condamné pour empoisonnement, mais non suivi de mort. Il y a des étudiants à qui il a fait avaler un laxatif un peu trop dosé. Sachant que c'est... Charles Sobhraj, j'ai toujours dit, c'est un aventurier. C'est un aventurier, un type incroyable qui n'a pas été élevé, qui a été en tôle assez jeune, etc., qui a appris 7 langues, qui passe partout et qui charme tout le monde, hein, y compris les femmes. Hein. Bon, moi, je ne suis pas très concerné, mais enfin, la première fois que je suis allé le voir à Katmandou, après un voyage qui était long, ça n'en finissait pas, je me dis, bon, comme tous les types que je vais voir en tôle, il va se plaindre de ses conditions de détention. Rien du tout. Il me dit juste, c'était pas trop fatigant votre voyage. Bon, vous voyez, le genre de type, avec un regard charmant et tout. Bon. Et en Inde, il n'y a pas de condamnation pour crime. Au Népal, là, je connais le dossier, c'est un gros bidonnage. J'ai fait condamner le Népal par la Cour des droits de l'homme des Nations Unies pour procès bidonné. Enfin, je vous parle en langage courant. Hein. Violation de tous les principes minimums d'un procès équitable. Bon, alors, le Népal devait, ça c'est en 2010, c'est déjà vieux, donc il y a obligation de réparer, ça veut dire quoi? Le libérer et le renvoyer en France. Mais comme le Népal, c'est un pays qui n'en a rien à foutre, en fait, d'appliquer les décisions, et qu'il n'y a pas de moyens coercitifs, comme a un petit peu la Cour européenne au niveau de l'Europe. Voilà, enfin, c'est une nouvelle d'hier, la Cour suprême a autorisé sa libération. Ah, mais alors, parce qu'on dit quand même, quand il était à New Delhi, je pense qu'il était emprisonné, on disait qu'il soudoyait les gardiens, qu'il menait la belle vie, mais surtout qu'il donnait des interviews où il parlait de ses meurtres. Alors, est-ce que ces non, il y a un livre dénommé Richard Deville, quelque chose comme ça, qui a été, c'est un peu comme ce qu'écrit Sophie Bonnet, quoi. Mais il y a une série Netflix aussi. Oui, mais ça, alors là, c'est un truc, je n'ai même pas pu regarder plus de 10 minutes. Alors, il y a un type qui fait la chasse au Sobhraj, qui était un type qui s'appelle Knippenberg, qui était un ancien diplomate hollandais en Thaïlande, et qui s'est foutu dans la tête que Sobhraj aurait tué un couple de Néerlandais qui se trouvaient en Thaïlande, enfin, qui était parti au Népal. Donc, ils ont fabriqué, ils ont falsifié une fiche d'hôtel à Katmandou, c'est en 75, hein, pour faire croire que Sobhraj était à Katmandou en 75, avec le passeport de ce couple de Néerlandais, Bittinger, monsieur et madame Bittinger. J'ai fait faire une expertise en France de soi-disant documents fiche d'hôtel, d'ailleurs retrouvé soi-disant 20 ans après fiche d'hôtel. C'était une fabrication totale, utilisant son propre passeport de français. Il était allé là-bas avec son passeport français. Donc il y avait sa signature. Mais une fabrication complète. Et il n'avait jamais foutu les pieds au Népal avant. Puis c'est un type très malin. Il ne serait pas allé au Népal s'il avait eu quelque chose à se reprocher au Népal. Comme il est extrêmement connu en Asie, tout le monde le reconnaît. Bon, ça a été la poule aux œufs d'or.
parce que c'est leur vedette. Mais on a fait beaucoup de fric avec eux. Ce type-là, c'est un aventurier. 2, c'est vrai que parfois, il a endormi des gens. Il a appris à faire pour endormir des gens, pour avoir des travelers, pour avoir des passeports. Dans sa vie d'aventurier, Carlos, il avait 50 passeports. Sobral, il avait besoin de plein de passeports. Il a fait du commerce de pierres précieuses, il a fait tout un tas d'autres choses. Mais c'est pas un tueur, ça n'a jamais été un tueur. C'est un aventurier. Mais c'est quand même... Moi, je suis tout à fait d'accord, je le connais pas. Je connais pas. Non, mais ce que je veux dire, vous allez le voir bientôt. Oui, mais ce qui est quand même absolument dément, c'est que c'est peut-être dans l'imagerie populaire un des tueurs en série les plus connus au monde. Alors, présenté comme ça. Le tueur en série le plus connu au monde n'a jamais tué personne. Ça se vend, ça. Disons qu'il a laissé courir les bruits parce que... Est-ce que lui-même n'a pas joué contre lui qui se retrouvent comme des légendes, ça les flatte un peu. Et puis, alors, pour terminer, la série Netflix, c'est sur un scénario de ce Knippenberg, qui a d'ailleurs cachetonné pendant des années les juges à Katmandou, pour faire en sorte que jamais il y ait une décision correcte qu'il devait être libéré. Voilà. Donc vous confirmez qu'il n'a jamais fait de meurtre? Non, y compris au Népal. Alors, moi, je n'étais pas avec lui non plus. Mais simplement, le dossier au Népal, je le connais, il est complètement fabriqué. J'invente pas, même un expert graphologue. Et là, il va sortir quand? Alors, la décision, elle est d'hier. Donc maintenant, alors, ces avocats népalais, ils doivent se bouger un peu, sachant qu'on arrive pendant la période des fêtes. Il faut qu'il ait un laissez-passer, il n'a plus de passeport, son passeport, et ils l'ont piqué, ils l'ont mangé, ils l'ont détruit, je ne sais quoi. Et donc, le Népal est obligé, le gouvernement est obligé de l'expulser avant la fin d'un délai de 15 jours. Alors là, donc il y a une libération, ils vont aller le mettre dans une cellule à l'aéroport, donc il faut que le consulat établisse un laissez-passer, et je suppose paye l'avion, parce que je ne crois pas que le gouvernement népalais va lui payer son avion. Histoire qu'il ne soit pas détourné par Knippenberg pour l'envoyer en Thaïlande ou je sais pas quoi. Donc là, il va aller où? En France? Ah bah oui, il est français. Donc en France, il sera libre? Bah oui. Sauf si, parce qu'il a été, quand il a été libéré d'Inde, la France l'aime tellement pas. Quand il a été libéré d'Inde, à l'arrivée à l'aéroport, les flics l'ont embarqué parce qu'il y avait eu une histoire d'étudiants français qui l'avaient endormi pour leur piquer leur passeport. C'était à Delhi. Et donc la France... Le gouvernement français avait donné pour ordre de le foutre en tôle en arrivant en France. Mais maintenant, il est pas en très bon état. Un peu comme Patrick Dills, il n'a pas reconnu des crimes qu'il n'avait jamais connus. Connu ou commis? Commis. Ah bon, d'accord. Il n'a pas reconnu des crimes qu'il n'avait jamais connus. Commis. Non. Il n'a jamais dit qu'il avait fait certains crimes qu'il n'a pas fait. Non. On n'a pas de... Non. Je prends le cas, effectivement, à Katmandou, on a trouvé une nana brûlée. La fille a été morphinomane. C'est donc l'époque, là, on est en 75. Au Katmandou, c'est la route là, pour avoir les produits. Et brûlée, on va dire, c'est un peu des méthodes comme en Inde, etc. Enfin, je veux dire, c'est... et donc, ils ont décidé qu'ils vont fabriquer un truc. Parce que quand il a été arrêté dans un casino, il n'a pas été arrêté dans le casino. La presse publie... Charles Sobral, mais c'était une immense vedette dans toute l'Asie, est à Katmandou, que fait la police. Et la police vient à l'hôtel où il était pour lui dire qu'ils vont contrôler son identité. Et la première procédure qu'ils ouvrent, alors il avait son passeport français avec un visa donné par le consulat du Népal à Paris. Et il reste 15 jours au commissariat avec le grand chef commissaire pour vérification sur la validité de son passeport. Un truc absolument incroyable, quoi. Donc la procédure, c'est ça au départ, le temps de fabriquer d'autres trucs. Et est-ce qu'en France, là, quand il va rentrer, il va devenir quelqu'un de lambda, se faire oublier, ou est-ce qu'au contraire, il va un peu... Ça dépend de son état physique, hein, parce que quand même, il en a pas mal bavé quand il y a eu l'énorme tremblement de terre à Katmandou. Il y a eu beaucoup de morts dans la prison. Et lui, il s'en est tiré. Parce qu'il a sauté par la fenêtre. Enfin, vous savez, c'est des sortes de camps avec des baraquements. Au lieu de rester sous le bâtiment, il est sorti.
le climat, il est quand même... moi, je ne suis pas allé en plein hiver, hein, mais c'est vraiment assez haut dans l'Himalaya. Hein. Et puis, il a aussi eu des très graves problèmes cardiaques, c'est-à-dire une opération à cœur ouvert. Il y a même, tout le monde écrit des bouquins sur lui. Ouais. Le chirurgien qui l'a opéré a donné des interviews et a écrit un livre, ce que je trouve un peu limite, pour raconter ses relations avec Charles Sobrage quand il était à l'hôpital. Assez dingue. C'est dément. Ouais. Non, pour dire que ce type-là fabrique du végétarien. Ouais, mais c'est une immense star, ouais, c'est très, très étonnant. Mais écoutez, maintenant on va parler d'une autre affaire. Alors là, bon, je pense qu'on sera plus, vous serez plus d'accord avec l'opinion publique. Ah bon, c'est le gang des barbares et l'affaire Ilan Halimi. Non, mais oui, je voulais dire, oui, le gang des barbares, c'est encore une appellation. Oui, non, mais je veux dire, là, oui, parce que... Bah non, mais bon. Non, mais là, voilà. Le gang des barbares, vous avez été l'avocate de Fofana. Ça, c'est très intéressant, cette histoire, à plusieurs titres. Déjà, parce qu'il y a énormément de choses étonnantes dans l'histoire. Est-ce que... Déjà, comment vous avez été nommée avocate comment vous avez été nommée avocate de Fofana? On va commencer par là. Alors... Et il écrivait à tous les avocats qui voyaient passer à la télé un jour ou l'autre. Bon. Moi, il m'a écrit 2-3 fois et je lui disais non. Enfin, je disais, il voulait que j'aille le voir dans la prison, j'allais pas. Et puis, comme il insistait, toujours c'est un type, il est très tenace. Hein. Il y avait, du coup, sans gêner, il me désigne chez le juge d'instruction. Je suis convoqué pour un interrogatoire, enfin c'était une confrontation. Et je me suis dit, bon, je vais pas aller voir dans la prison, il était à Rouen ou je sais pas où, mais au moins, c'était au palais, je vais le croiser là, avant, et je vais lui dire, monsieur, c'est non. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand on est rentré dans le cabinet du juge d'instruction, j'ai confirmé au juge d'instruction, je n'ai pas le temps, et de toute façon, j'accepte pas cette désignation. Mais... Ensuite, il y a le procès qui arrive. Et là, c'est Emmanuel Ludo, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui, maître Ludo. Emmanuel Ludo, qui m'appelle en me disant le greffe de la cour d'assises m'a prévenu que Fofana nous a désignés tous les deux pour le défendre. Bon, il me dit, bon, on va aller le voir à la prison. Je dis, c'était à la santé, bon, ça allait. Et là, je me suis fait avoir. Donc, l'idée de Fofana, c'était l'avocat de Saddam. Je pense qu'il a été beaucoup avocat de Saddam, Ludo, mais enfin, peut-être un peu dans un des multiples collectifs, c'est possible. Et l'avocat de Carlos. Voilà, il monte une défense politique comme ça. Un dernier point, enfin, ça c'est très concret. J'ai tellement de clients impécunieux, on va dire. Là, c'était 1 mois et demi d'assises. On fait comment hein Ludo me dit, non, mais on va... Spinner a été payé par l'Élysée, donc c'est l'avocat de la famille Halimi. Donc nous, on va dire, la défense, on va demander à la chancellerie de nous donner de quoi survivre, parce qu'un mois et demi, les assises tous les jours, c'est pas... Puis il me dit, en plus, j'ai vu la présidente de la cour d'assises, elle a dit que c'est pas peine de venir tous les jours. Non, mais je me suis retrouvée dans un truc pas possible. Et Ludo, il venait presque jamais, alors, parce qu'il est à Reims. Donc j'ai quand même un peu organisé de me fâcher avec Fofana quand j'ai vu au bout de 15 jours qu'est-ce que je deviens, moi, comment je vais m'en tirer. C'est pas tellement la pression, il y a beaucoup de pression, hein. Les insultes, tout ça. Bon, enfin, des appels toute la nuit, salope, on sait où t'habites, on va te foutre des bombes. Mais comme je suis pas trouillarde, c'est pas ça qui m'a fait fuir. C'est que je n'avais pas l'intention de passer 1 mois et demi là-dedans. Donc, comme Fofana, il est assez soupolé, quoi. Je l'ai un peu énervé et il m'a viré. Et il a même inventé ce truc formidable qui a toujours fait marrer tout le monde. Écoutant père, c'est pas un peu juif. Déjà, il y avait, semble-t-il, un contrat sur lui. Mais je ne veux pas en plus m'entourer d'ennemis de l'intérieur. Il est drôle. Cela dit, donc j'ai fichu le camp. Il a dit à Ludo, moi je vais vous cuire un peu plus longtemps. Ludo a fichu le camp à la fin. Bon. Oui, je pense que. Puis après, c'est des avocats commis d'office. De toute façon, ils s'en foutent des avocats. Donc, vous n'avez pas étudié à la santé. Si, j'ai étudié le dossier. Je suis sérieuse quand même. Non, mais
Vous avez eu le temps de... Parce que je ne savais pas si vous aviez eu Le le temps dossier de... n'était pas très important. Ouais. Mais ce que je veux dire, sur tout ce qu'on a fait avec Ludo, on a contesté l'extradition, parce que ça, c'était un scandale. Et ça, c'est Chirac et Spinner, il était à Abidjan. Or, il a également la nationalité ivoirienne. Et ben, ils ont obtenu, voilà, c'est ça les colonies, hein, qu'il y a un décret d'extradition après un vague passage symbolique devant la chambre d'accusation, ça s'appelle encore comme ça là-bas, pour autoriser l'extradition. La loi ivoirienne interdit d'extrader un national. Ça, c'est quand même des Et trucs. quel était l'intérêt pourquoi vous contestez l'extradition? Ben, ça n'avait jamais été fait. Ouais. Bon, enfin, la défense, il faut faire tout ce qu'on peut, Ouais. hein, parce que le truc était plié quand même. Alors. Mais il y a quand même que... Parce que j'avais étudié J'ai reçu Morgan Sportes qui avait fait... Ah bah oui, justement, quand vous parliez que de j'aime l'APA, beaucoup. là, Oui. c'est un de mes grands amis. Ah bah c'était un très bon ami aussi. Ouais. Et on n'en avait pas beaucoup parlé avec Morgan Sportes. J'ai 2-3 questions, notamment sur la mort d'Ilan Ali. C'est Oui, extrêmement étrange. il a fait toute une enquête. Voilà, Morgan. c'est extrêmement étrange. Bah, c'est-à-dire, il y a en fait le long, moi je ne suis pas allé voir sur place, mais c'est l'autoroute quand même. Il y a donc des grillages. Hein. Et si le type était mourant, je ne vois pas comment. Bon, mais écoutez, on va pas se mêler de ça, les choses sont faites. Bon, alors par contre, Fofana, il m'écrit souvent, il écrit des textes, tout ça. Il est très très actif, il est extrêmement drôle comme mec. Enfin, il a une espèce d'énergie. Ah ouais. Bon, après, c'était un petit voyou. Hein. Et il foirait tous ces trucs. Et tout. Mais aussi, je pense qu'ils n'ont pas compris, c'est que tous les négociateurs qui ont négocié tous ces jours-là ont cru négocier avec quelqu'un de sain, alors qu'en fait, ils négociaient avec un fou. Et non, mais les négociateurs... il est pas fou, lui. Non, mais il est quand même assez... les négociateurs... Non, là, j'ai fait une interview. Ça, c'est la version de Morgane. Quand je suis sortie... Oui, mais ça, c'est Morgane. Merci. J'ai sorti... excusez-moi. Quand je suis sortie du procès, quand je suis partie, il y avait un type, alors j'ai oublié son nom, qui avait voulu me suivre avant, je vais dire hors de question, parce que je sentais que ça allait être... Puis je me méfie un peu de tout. Mais ce type-là, j'ai dit, OK, on va faire une interview. Parce que je voulais dire certaines choses qui étaient... Ilan Halimi, il est mort, c'est sûr, c'est une tragédie. Mais, quand il y avait les négociations, les flics, les types à la fin, qui n'étaient pas des geôliers professionnels, quoi. Hein. Donc c'est dur d'être geôlier quand on n'est pas pro. C'est même épouvantable. Ils étaient prêts à le libérer pour une somme dérisoire. Et les policiers, négociateurs, tout ça, ils ont interdit à la famille d'accepter. Et c'est choquant ce que je vais dire. Je considère que c'est eux les responsables, la famille, malheureusement, qui sont eux aussi des victimes. Mais les responsables, c'est les policiers qui ont interdit. Ils étaient prêts pour 1000 balles à libérer le mec, c'était symbolique. Et c'est épouvantable. Et même s'il ne l'avait pas libéré, on aurait pu voir où il sortait l'argent, on aurait pu voir... Non, mais avec si peu de fric, oui, voilà, mais... ils sauvaient la vie du sûr. garçon. Ils ont commencé la rançon, je ne sais plus, à 2-3 millions, ils ont fini à 1000 balles. Non, mais c'était pas 2-3 millions, mais enfin, c'était une somme dérisoire. C'est descendu. Et ça, c'est vraiment... C'est horriblement choquant. Et puis, aussi, une autre question étrange, parce que ça, c'était dans le dossier. Pourquoi est-ce que la DGSE, je ne sais pas si c'était déjà DGSE, s'est mêlée de cette affaire? Il y a eu des services DGSE qui sont rentrés dedans. Et peut-être d'autres services étrangers. Donc, il y avait une très forte symbolique, parce que, après cette histoire horrible, il faut se souvenir du groupe de chefs d'État qui défilent dans Paris avec des millions de gens. Et c'est comme ça que Kémy Séba a commencé à se faire connaître, parce que des groupes de Noirs se sont joints, parce que c'est une affaire raciste au sens général du terme, peut-être qu'ils voulaient faire de la politique aussi, ils ont été tabassés par des petits nervis. Et donc c'est pour ça qu'ils sont allés ensuite rue des Rosiers, pour aller voir ces mecs qui les avaient tabassés, parce qu'ils avaient un centre d'entraînement. Là. Sur ce, Nicolas Sarkozy est allé... donc ça a créé un grand émoi, c'est des grandes baraques, des types super musclés, mais ils n'allaient pas pour taper, leur dire c'est pas correct, quoi. Nous aussi, on est victimes du racisme. Et Sarkozy, à ce moment-là, a décidé de faire interdire Tribuca.
en utilisant une loi de Vichy d'ailleurs. Ah oui, le truc de Kémy Séba, Oui, que vous avez défendu. voilà, après. Ouais. Vous le défendez toujours? Bah, disons qu'il n'y a plus de raison, maintenant il vit ailleurs, mais oui, c'était tout le temps très chaud. Ouais. Ouais. Mais il est très très doué, hein, Kémy Séba. Ah oui, faudrait qu'on en sorte. Pas pour payer, mais pour l'éloquence, il est très très doué. Mais il est en Afrique ou en Europe là? Je crois qu'il est au Sénégal. Ah oui. Alors, maintenant, on va finir encore sur 2-3 affaires. Zacharias Moussaoui. Ah oui, c'est une histoire de fou. Alors ça... Bah oui, mais justement, alors là, c'est pareil, je me suis fait sortir, mais là, je me suis fait sortir par les services, pour le coup, parce que je pense que j'aurais pu le sauver. Enfin, en tout cas, j'ai organisé avec sa mère, on part à Washington. Ah, on va juste dire qui c'est d'abord. Bah, c'est pour les gens, soi-disant 11e Voilà. pilote qui était en tôle quand il y a le 11 septembre 2001, les attentats de World Trade Center, et il était en tôle. Et les Américains n'ont jamais jugé personne d'autre pour cette affaire. Enfin, une grosse affaire, c'est une grosse affaire. Ils ont, à part de descendre Osama Ben Laden et Zawahiri plus récemment. Et donc, ils avaient besoin d'un coupable. D'un coupable, quelqu'un à présenter à un procès. Et ils ont pris ce gars-là. Voilà. Et alors, ce qu'il disait, moi je trouve assez drôle, c'est qu'il disait qu'il avait, peu de temps, en septembre, demandé des cours de pilotage, mais il ne s'intéressait absolument pas au décollage ni à l'atterrissage. Il voulait que... Non, mais ça, c'est encore des légendes, c'est encore du bullshit. Non. Non, il a été foutu en tôle en août, parce que ses papiers étaient expirés. Parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. Ses papiers étaient expirés. Bon, ensuite, toute cette histoire, je ne suis pas du tout dans les trucs de Thierry... Messon. Ah oui, non. Il y a une réalité quand même. Savoir ce qui s'est passé derrière, c'est vrai qu'on retrouve les papiers d'un des pilotes des commandos dans les ruines du World Trade Center. Moi, je veux bien, enfin, c'est miraculeux ce truc-là. Mais au-delà. Alors, j'allais partir avec Aïcha El-Wafi, c'est la mère de Zacharias Moussaoui. Le voyage financé par un journal, que ça intéressait beaucoup. Aller au consulat, prendre le consul de France, prendre le consul par la peau du dos et l'obliger à faire son boulot de le rapatrier, parce qu'il y avait la peine de mort aux États-Unis quand même. Une fois que les États-Unis, les Américains ont dit on va poursuivre ce type-là pour ce qui s'est passé. La veille du départ, c'était en décembre 2001, je me souviens très bien. Et d'ailleurs, on devait prendre l'avion, il y a un type qui se préparait à faire sauter je sais pas quoi dans l'avion. C'est cet avion-là, avec une allumette. Ah oui, vous vous souvenez de cette histoire? Non. Bon, enfin bref. Il avait je sais pas quoi dans ses talons. Et un passager a vu qu'il grattait des allumettes pour démarrer un liquide qui était dans ses talons. C'était un peu bizarre. Bon, finalement, j'ai pas pris l'avion. Ils ont infiltré un autre avocat que je noterai pas, je donnerai pas son nom, pour... Aïcha El-Wafi, elle m'a dit, dans sa famille, elle avait des gens assez haut gradés dans l'armée marocaine, c'est une famille d'origine marocaine, enfin les marocaines, et qu'ils ont dit qu'il ne fallait pas que je reste dans le dossier, ça gênait beaucoup. J'ai écrit au ministre des Affaires étrangères en disant, exiger de rapatrier Zacharias Moussaoui, parce qu'en fait, il n'était pas encore officiellement poursuivi, il avait juste un problème de prolongation de visa. On expulse dans ce cas-là. Et les Français, il y a la peine de mort aux États-Unis. Hein, vous militez contre la peine de mort. Bon, alors ce François Roux, donc, il n'a pas foutu les pieds là-bas avant le procès. C'était trop tard. Le pauvre type était transformé en légume. Et surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'ils lui ont foutu des électrodes sur Zacharias Moussaoui pendant tout le procès. Des électrodes. Dès qu'il bougeait, ça envoyait une décharge. Quand même hallucinant. Sans rien dire, aucun problème. Et il y allait pour négocier, qu'il n'y ait pas la peine de mort, parce que ça faisait un martyr. Moi, je considère que arrivé à ce stade, c'était mieux pour Moussaoui la peine de mort. Parce que... Bon, donc, ma grande stratégie, qui était la meilleure, je pense, et ben voilà, on m'a mis des bâtons dans les roues et on m'a fait sortir. C'est pas à ce moment-là aussi que vous avez été menacé
avec une carte et une balle dans votre boîte aux lettres. Oh oui, mais ça n'avait rien à voir avec le truc de Mousseline. Ah oui, non, c'était Non, quoi? oh, je sais pas, c'était un type. Vous avez dit la prochaine n'arrivera pas par la poste. Ouais, C'était pas du tout la même et période. c'est arrivé chez moi, oui, une vraie balle 22 long rifle. Mais il y avait d'autres gens, Alain Lipitz, le député, qui avait reçu aussi, Monique Chevillier-Gendreau, je crois, qui était journaliste au Monde diplomatique. José Bové aussi, il était en tôle en plus à ce moment-là, les types dans la prison. Bon, alors, ils ont trouvé un type via des emails que quelqu'un avait reçus. Le type a dit, oui, bah, il trouve ça normal d'envoyer ça à des gens qui sont pour la cause palestinienne. Enfin, bon, je ne suis pas une militante particulièrement, mais enfin, une sorte d'amalgame. Mais, pour montrer les différences de traitement, dans la maison de ce type qui habitait dans la banlieue, c'était un arsenal. Jamais, il y avait 10 pages, 15 pages, il y a une perquisition de liste d'armes et de munitions. Alors, il a eu 1 an avec sursis. Il a dit à l'audience que il chassait les nuisibles. Il y avait une carabine 22 long rifle avec un silencieux et un viseur de nuit, et elle était chargée. Et ben voilà. Non. Bon, bah, alors, on va faire encore 2 affaires. On va en sauter une ou deux, parce que sinon on finira pas d'heure. Juste, on va sauter Jean Edernalier, mais est-ce que c'est vrai qu'un jour vous étiez dans le plat chez Jean Edernalier et qu'il avait mis le feu à l'appartement à cause d'une cigarette, vous avez failli mourir? Non, c'est pas du tout, il a pas mis le feu. Non, j'étais complètement dans le plat, oui. Mais simplement, nous, on avait un accord entre nous, je m'occupais de tous ces dossiers, et je logeais dans l'appartement qu'avaient saisi Bernard Tapie et Georges Kiechman. Oui. Donc j'étais garde du corps en quelque sorte, lui était dans un autre appartement. Mais il rencontre une dame qu'on a surnommée Madame Bovary, et cette Madame Bovary quitte son mari. Elle tombe folle amoureuse de Jean Edern. Donc, elle était mariée avec un industriel de la région de Lille, une belle vie et tout. Elle tombe dingue de Jean Edern. Et puis, Jean Edern qui profite de tout, pensant qu'elle avait plein de fric, lui dit, c'est bien, viens habiter dans l'appartement. Et donc, il fallait que je parte dans ce cas-là. Mais j'étais complètement dans le plat. Il m'avait loué une chambre d'hôtel. Passer mon temps dans une chambre d'hôtel, c'est pas bon. Et puis je trouvais qu'il ne respectait pas nos accords. Enfin, Jean Edern est un peu Janus. Je l'ai connu en 74, Jean Edern. Oui, je le connaissais depuis longtemps. Là, on est en 94. Oui, 94. Et puis un jour, il me dit, il faut que tu t'en ailles. Je t'ai loué une chambre d'hôtel. Je dis, non, sûrement pas. Bon. Puis, il s'énervait. Il détestait qu'on lui résiste. Avec moi, ça ne marchait pas. Puis, il y avait un problème, quoi. J'étais une infirme, quoi. Et donc, il arrive un jour avec un masque à gaz et une grande bouteille. Il y avait une tête de mort dessus. Mais c'est un peu drôle. Tu vas mourir. Et il commence à foutre tout le liquide par terre. Et il part en courant. Et là, je m'aperçois que ça dégage plein de fumée, je peux à peine respirer. Et c'était un peu la merde. Il m'avait piqué mes téléphones, mais j'en avais encore un petit caché sous un bebop, sous mon oreiller. J'appelle les flics. Alors, j'essaye de me lever, mais j'avais des béquilles, et puis avec un bras dans le plat, c'est compliqué. Et là, je me pète la gueule, parce que c'était un truc qui attaquait le vernis, quoi. Ça avait fait une glu. C'était terrible. J'appelle les flics, ils viennent. Et puis, comme il y avait une dame qui s'occupait de moi, elle était sortie, elle revient. Mais j'ai dit, va-t'en, parce que je crois qu'elle n'avait pas de papier. Mais là, ça porte. Les flics arrivent comme des fous. Et je leur dis, le type, il est de l'autre côté, là, de l'appartement en face, sur le palier. Et Jean Edern était tellement fort qu'il est convaincu que j'étais une squatteuse, qu'il fallait que je m'en aille. Après, je suis allé habiter chez son frère Laurent, qui habitait dans un autre étage. Ouais. Alors, on va sur voilà. Et donc, c'est pas tout. J'ai rectifié, ça, c'est la réalité. C'est pas tout à fait ce qu'on va dire. Alors, mais après, des gens m'ont reproché d'être de nouveau redevenu ami avec Jean Edern. Ah oui. Je connaissais depuis tellement de temps, et puis je savais que c'était un jeunus. Alors, on va finir sur 2 affaires, Mohamed Merah et les attentats de janvier 2015. Alors, tout d'abord, Mohamed Merah, vous assistez le père de Mohamed Merah, vous faites une plainte contre X pour son fils tué par le RAID.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Bon, comment alors, ça s'est passé? Le père, c'est une avocate algérienne, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, qui était l'avocat du père, et qui est venue me voir pour l'aider à déposer la plainte. Je suis avocat à Paris. Donc j'étais dominus litis, comme on dit. Ensuite, alors c'est vrai, les enregistrements, c'est terrible, terrible. Donc l'affaire reste extrêmement mystérieuse. Et deuxièmement, il y a un fait objectif, un type tout seul, qui est enfermé, à qui on a coupé l'électricité, ils avaient pété même les conduits d'eau pour qu'il soit bien dans la flotte. Il n'y a pas besoin du ministre de l'Intérieur et 400 flics pour le sortir sans le tuer. Je veux dire, un truc, un produit pour qu'il dorme. Donc, c'est pas du tout normal ce qui s'est passé. On l'a éliminé, il n'y avait pas besoin. Pourquoi? Vous nous direz pourquoi? Sans doute qu'il aurait balancé des trucs qui dérangeaient l'État français, je suppose. L'État français, ou je ne sais pas quel service. J'en sais pas beaucoup plus, mais apparemment, dans les conversations, à travers la porte, il connaissait des mecs. Un type qui venait négocier. Il serait un type il aurait été lié au service? Alors, moi, on m'a dit, on ne peut pas dire qu'il travaillait. Non, on peut faire des suppositions, des trucs de provocation. Moi, je ne veux pas rentrer dans le conspirationnisme. Non, mais c'est pas ça. Des trucs de provocation, des manipulations. On prend le cas du nord de la Syrie. La France a envoyé plein de mecs infiltrés pour que la guerre démarre, la guerre civile. Moi, je ne fais pas de l'investigation, je n'ai pas les moyens. Mais il y a des histoires très tordues. On lui aurait proposé peut-être, comme il dit dans les services, de changer de nom, de partir à l'étranger, comme il aurait refusé, on l'aurait tué? Je ne sais pas, non, je pense que c'est un type... Je ne peux pas savoir, parce que il était mort. J'observe juste ce qui me paraît pas normal. Il n'y avait pas besoin de flinguer. Il y a un autre truc un peu curieux. Soi-disant, alors qu'il y avait le ministre de l'Intérieur, 400 flics surarmés autour, ou alors il arrive à sortir, aller téléphoner d'une cabine, il revient. À France 20, non, TV5, je ne sais plus quel. Et comme par hasard, il n'y a pas d'enregistrement. Et ils ont utilisé ce qu'il leur a dit pour dire qu'il a dit ça. Il n'y a pas d'enregistrement. Est-ce que quand il y a un appel en pleine nuit à une télévision, il n'y a pas d'enregistrement? Ça, je ne peux absolument pas croire. Mais est-ce que vous pouvez nous faire peut-être quelques hypothèses que vous avez? Non, moi, je ne fais jamais d'hypothèses. Je note ce qui n'est pas... les anomalies. Et donc, alors, pour terminer, donc, je suis la correspondante de cette avocate algérienne. Et ensuite, il y a eu des histoires un peu tordues. Moi, je me suis un peu éloignée. Donc, hypothèse, pourquoi il y a cette histoire qui sort ensuite, avec les enregistrements. Il y avait des règlements, enfin, une discorde entre les services algériens et les services français. En général, ils s'entendent bien, mais pas toujours, et puis ça dépend de quel service. Ça a dû s'arranger après. On m'a dit que le père a reçu de l'argent pour la boucler. Mais j'en sais pas plus. Je suis pas en Algérie, j'étais pas en Algérie non plus, à ce moment-là. Et j'en sais pas plus. Donc, moi, j'ai une sorte d'instinct qu'on essaie peut-être de... Non, je vous ai dit. C'est l'avocat algérienne qui est venu me trouver. Enfin, le père avait donné un pouvoir, etc. Donc, j'ai quand même vérifié tout ça. Donc, je suis restée... mon instinct m'a conseillé de rester assez prudente dans cette procédure. Je n'ai pas donné beaucoup d'interviews, d'ailleurs, je crois, juste une. Et ensuite, quand il y a eu ces histoires avec et l'avocat algérienne qui a fait des fausses déclarations, que j'aurais demandé, je ne sais pas quelle somme au père, je n'ai rien demandé du tout. Donc voilà. Et que tout, ensuite, le père n'a plus ouvert la bouche du tout, parce qu'il s'exprimait quand même à l'époque, le père. Donc, j'ai pensé, voilà, dommage, une affaire assez scandaleuse qui va rester étouffée, parce que les services ont négocié pour qu'on n'en parle plus. Et est-ce qu'il y a des journalistes... Sachant qu'il y a un mort. Oui. Et seule question, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des journalistes, des enquêteurs, des gens indépendants qui enquêtent là-dessus ou c'est étouffé à un point... Non, parce qu'on est dans les limbes. On est à des niveaux. Et puis, cette affaire Mera, du coup, c'est pareil, ça a fabriqué une sorte de... comme Sobral tueur en série. Là, c'est l'affaire Mera...
on en reparle régulièrement en disant celui-là, c'est un Mohamed Merah, c'est devenu un nom générique. Oui, oui. Hein? Et maintenant, il y a le roman qui a pris la place. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que... exactement. Le truc national. Ça a été utilisé comme ça. Bon, les États, ils font ils organisent l'information. Oui, c'est quand même très compliqué à partir du moment où quelque chose devient une icône nationale de venir contre. Il y avait déboulonner. Il y avait un truc aussi, par exemple, ça c'est l'histoire des légionnaires, enfin des militaires. Soi-disant, j'étais avec un type qui a écrit un bouquin, un journaliste, je ne sais plus son nom, un journaliste de l'Express, je sais pas quoi. J'étais dans une petite émission, un petit débat. Et il a admis qu'il avait tort. Soi-disant, il y a une caméra dans l'entrée de l'immeuble qui prend le visage de Mohamed Merah, parce qu'on ne sait pas vraiment, en fait. Soi-disant, c'est établi que c'est lui qui a tué tout le monde. C'est quoi les images? Il n'y a rien. Or, par ailleurs, ce qu'écrit ce journaliste, il avait un casque intégral. Alors comment on voit le visage dans une entrée avec un casque intégral? Tout est comme ça. Alors je ne vais pas dire que c'est pas lui, j'en sais rien, mais il n'y a aucun élément. Est-ce que l'histoire nous permettra d'en savoir plus? Non, je ne crois pas, si personne ne veut que la vérité sorte. Il y a des gens qui disent la vérité se sait toujours à un moment donné. Alors peut-être dans 3 siècles, je ne sais pas, quand il n'y aura plus les mêmes enjeux. mais je ne crois pas. Tant qu'il n'y a pas des gens qui ont intérêt à ce que la vérité sorte, et là, les États n'ont pas du tout intérêt. Non, moi je suis pessimiste pour la vérité en tout cas. Alors, la dernière histoire, la plus récente, juste avant les attentats de janvier 2015, un petit mot sur Dieudonné. Vous êtes toujours l'avocate de Dieudonné? Disons que j'étais l'avocat de Noémie Montagne et de Dieudonné. Oui. Comme il y a plus ou moins un conflit entre eux là maintenant, du coup, déontologiquement, je ne peux pas. On va en parler. Non, mais je ne peux pas déontologiquement être l'avocat de l'un ou de l'autre. Ah, donc vous n'êtes plus l'avocat je ne peux pas, non. Moi, je suis très sérieuse. Mais jusqu'à quelle année vous avez été l'avocate de Dieudonné? Encore jusque... Disons que le conflit... c'est un truc de divorce, non? Oui, mais c'est devenu conflictuel cette année. Donc, tant que ce n'était pas conflictuel, il n'y avait pas de problème. Et vous étiez l'avocate de Dieudonné par rapport également de Noémie Montagne, puisqu'elle était la responsable des sociétés. Mais pas d'Alain Soral? Non, je n'ai jamais été l'avocate d'Alain Soral. Et vous étiez l'avocate de Dieudonné pour des questions... les affaires de presse. De presse, oui. Et puis les sociétés aussi, pour des questions de statut, de contrat, de trucs comme ça. C'était par défense de la liberté d'expression, pour une... Oui, enfin, les affaires de presse, je veux dire, moi je n'ai pas de... Ces histoires de boîte dans laquelle on met les gens, c'est vrai que Dieudonné, depuis qu'il avait reçu Forisson sur scène, il était cuit après. Alors que tout le monde sait que c'est ce type qui fait mourir de rire tout le monde. Mais depuis, effectivement, il a toujours été considéré comme un nazi. Quasiment, enfin, j'exagère un peu, mais enfin, c'est l'antisémite. Dieudonné, l'antisémite. Du genre, lui, pour être africain, avec son type très africain, avoir été élevé dans une école en Bretagne, on va dire, il connaît les problèmes de racisme. Oui, de toute façon, l'idée de... Est-ce que c'était pas aussi dans votre combat l'idée qu'on condamne financièrement des gens pour des propos Non, mais moi, j'ai pas mené un combat, j'ai mené un combat, on va dire, judiciaire. J'ai gagné assez souvent, quand même. Il a quand même été... Mais j'ai gagné plus, parce qu'on est plusieurs avocats. À un moment, il y avait 120 procédures, quand même. Et moi, j'ai mieux gagné. Et parfois même, j'ai fait annuler les poursuites que d'autres. Et vous avez un avis sur le fait qu'Alain Soral a été condamné à de la prison ferme, ce qui fait qu'il a dû s'exiler de France? La question de la liberté d'expression en France, si on peut parler de ça, ça atteint un stade hallucinant. C'est-à-dire, c'est la censure de l'expression, ça c'est le principe. Et c'est en gros, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. On a complètement inversé les choses. Mais pas sur tous les sujets. Mais même quand même, c'est pas uniquement sur les questions d'antisémitisme ou autre. Il y a tout un tas de domaines. Les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Quand même incroyable. Alors, les attentats de janvier 2015. Vous défendez Ali Riza Pola. J'ai bien prononcé? Alors,
Lui, Ali Riza Pola, vous allez me contredire si je dis pas bien, il dit que c'est un voyou qui aime un peu l'argent, qui a récupéré un stack d'armes un peu pourri en 2014 pour un braquage. Non, Non, c'est pas moi qui ai dit ça. non, c'est ce Oui. qu'il dit lui. Ah non, il a Bon, pas alors, dit ça. alors dites-moi ce qu'il... Bon, pardon. Non, mais je vous laisse finir. Je suis Alors, désolée. C'est moi. ce dont l'accuse, c'est qu'il aurait donné une aide logistique absolue aux frères Kouachi et à Koulibaly avec l'achat du matériel, la mise en contact des protagonistes. En gros, qu'il aurait été un peu la cheville ouvrière du truc. Ça, c'est l'accusation. Voilà, l'accusation. Enfin, l'accusation, maintenant. Alors, Que vous je avez l'ai- démonté. Ouais. Non, je l'ai défendu en première instance, mais pas dans le procès d'appel. Ah, ok. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, sa mère et lui pensaient qu'il fallait qu'on soit plus nombreux. Je rappelle qu'en première instance, il a été condamné à 30 ans, ce qui m'a choqué. Mais en appel, il a été condamné à perpétuité. Bon. Donc, voilà, il y a des confrères, bon, sans vraiment me demander avant. Il y en a eu plusieurs qui sont manifestés, après ils sont évaporés. Et puis, deux jeunes qui s'accrochaient. Et ils n'ont pas accepté que je coordonne. Bon, je dis, bon, alors c'est pas possible. Si on n'est pas coordonné, sachant que moi, quand même, je connaissais le dossier, puis que je m'étais quand même tapé quasiment 4 mois d'audience. Ils avaient, vous savez, c'est toujours ces histoires. Il y en a qui se disent, bah, quand c'est médiatique, c'est formidable. Alors, moi, j'ai toujours trouvé que les procès médiatiques, ça fait plus de mal que d'avantages pour les cabinets d'avocats. Pourquoi? Bon, après, ça dépend peut-être des domaines dont on s'occupe. Mais moi, ça m'a toujours fait que des dégâts et financiers et de clientèle. Bah oui, parce que on peut. Moi, ma formation, c'était le droit des affaires, hein, c'est sûr. Avec l'image avocat de terroriste, hein, c'est pas terrible. Hein. D'ailleurs, Carlos n'est pas du tout un apporteur d'affaires. Oui, d'ailleurs, il faut... Ouais, je l'avais entendu ça, non, mais ça va pas. Si on- Je suis pas du tout apporteur d'affaires. Si on était un peu vulgaire, on demanderait avec que des clients comme ça, comment vous Oui, comment vous disons gagnez que de l'argent, je oui. travaille comme une dingue et, Ouais. et j'ai pas beaucoup. Ouais. Ouais, pas beaucoup. Donc pour le cas d'Iris Apollote, et je suis vraiment désolée parce que pour le coup, aujourd'hui, ça va être des genres perpétuité réelle. Hein. Je sais ce que je crains. Il a même pas 35 ans, il a 33 ans. Ce qui s'est passé, cette procédure, elle a été très très mal faite. Alors évidemment, c'est un grand émoi. Et puis, il y avait une symbolique, bien sûr. Alors déjà, Ali Reza Pola, il connaissait seulement Koulibaly, il ne connaissait pas du tout les Kouachi. Bon. Alors ils ont fait une sorte de... comme ils ont fait dans les procès suivants. Et ils ont dit c'est la même opération. Quand il y a plusieurs... comme il y a, entre le Bataclan et rue Saint-Antoine, rue du Faubourg Saint-Antoine, ils globalisent, ils disent c'est la même opération. Même si quelqu'un... C'est vraiment une évolution du droit français qui est un peu inquiétante, parce que là, on parle du droit répressif. Hein, donc, à la clé, il y a de la prison. De dire, quelqu'un connaît une personne qui a fait tel truc, comme à chaque fois, les auteurs sont tués. Alors, vous voyez, c'est les gens qui connaissent, qui sont poursuivis. Et si cette personne connaît d'autres gens qui ont fait un autre truc ailleurs, ben, c'est la même chose. Alors, donc, le problème, c'est que Polat... Alors, moi, je suis arrivé après le renvoi aux assises. Avant, il avait d'autres avocats. Moi, c'était avant le procès. Hein. Et ce que j'ai vu dans la procédure, c'était hallucinant. Elle avait duré plus de 4 ans d'instruction. Alors, 400 000 pages ou 500 000 pages. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs. 2 mois avant la clôture du dossier, il est poursuivi pour complicité, ce qui n'a rien à voir. C'est les mêmes peines pour le complice que pour l'auteur. Et les auteurs avaient été tués. Le bouc émissaire, donc. Voilà. Sans aucun motif. Rien de spécial. Ensuite, lui, c'était un type qui avait fait un peu dans le trafic de drogue. Enfin, effectivement, c'est le milieu de droit commun. Enfin, voyou, je sais pas, bon, mais droit commun. Et ma conviction avec le dossier et avec ce type, qui était vraiment un brave type, hein. Il s'est fait complètement avoir par Koulibaly. Il a aidé Koulibaly pour vendre une bagnole qui était une escroquerie au crédit, une Cooper, là aussi une Cooper, comme il connaissait un type en Belgique
qui pouvaient, les bagnoles, vous savez, quand elles sont gagées, quand il y a un crédit, et donc pour blanchir les papiers, etc. Parce que Koulibaly vivait de ça, en fait. Mais Koulibaly, il n'a certainement pas eu besoin d'un type comme Polat pour des armes. C'était un braqueur. Je l'avais croisé dans un autre procès des années avant. Extraordinaire, ça. Une affaire de... Bon, c'est une affaire un peu de gens pieux. Mais Koulibaly, et chez lui, il y avait plein d'armes. Il n'y avait pas besoin du tout d'un Alireza Polat, qui n'était pas un type des armes. Bon, on dit le trafic de drogue, ça va avec le trafic d'armes, mais non, c'est pas un type... Donc, en tout cas, Koulibaly n'avait pas besoin de ça pour lui. Et il s'est fait avoir, et puis au dernier moment, il n'a même pas pu se défendre, puisque c'est au dernier moment. En plus, son avocat a été suspendu, parce que je pense qu'il avait fait. Donc, il n'a même pas pu se défendre pour contester l'accusation de complicité. Et ensuite, à la fin, sur les cours spéciales, je voudrais juste dire une chose. En France, on dit la justice est indépendante. Alors, déjà, le parquet, l'accusation, l'est pas, structurellement. Le parquet est soumis à la hiérarchie du ministre, du gouvernement. Donc, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. La Cour européenne l'a dit à plusieurs reprises. Enfin, condamné la France pour ça. Et deux, les magistrats de siège. Les cours spéciales, ce ne sont que des magistrats. Dans des affaires aussi sensibles, ils sont désignés par le premier président de la Cour d'appel. Donc, ils sont choisis. Hein. Mais, structurellement, ça va beaucoup plus loin. Alors, on parle de la justice pénale, parce que la justice civile, c'est un peu autre chose. Ils sont notés par leur hiérarchie pour monter en grade. Donc, où est l'indépendance? Où est l'indépendance? Non, il n'y en a pas. Donc, c'est un débat aujourd'hui, d'ailleurs, parce qu'ils veulent supprimer les cours d'assises du peuple. Hein, mais les magistrats de siège ne sont pas indépendants. Au pénal, non. Et pas dans des affaires sensibles. Or, les dés sont pipés. Bon, à la fin, quand même, je vois que pour Polat, bon, il y a 30 ans, ce qui était beaucoup. Enfin, il avait déjà 5 ans de détention préventive, provisoire. Il pouvait demander à être libéré. Il y avait une peine de sûreté de 22 ans. C'était encore quelques années, mais c'était une catastrophe. Bon, en fait, je ne sais pas si j'avais été encore son avocat en appel, ce qui serait passé. Mais en fait, ils ont pas, je ne crois pas qu'ils aient pris la bonne stratégie, mais il y a un type qui va payer. Là. Vous étiez arrivé à montrer que celui qui a commercialisé les armes de l'hypercacher était un indique, ce qui était un peu une victoire quand même. Oui, c'était sûr, mais vous savez... non, mais tout ça, ouais. c'était établi, c'était dans le dossier, sauf qu'ils ont décidé de juger le type à part. Mais le fournisseur d'armes, oui. Bon, alors, c'est pas complètement certain que le fournisseur d'armes, le marchand d'armes, je ne sais plus comment il s'appelle, Claude Herman, oui. Claude Herman et tous les gens autour de lui, aient su à quoi allaient servir ces armes à la fin. Mais c'est toutes les armes qu'avait Koulibaly. En tout cas, c'est pas Polat. Donc vous diriez carrément que c'est une erreur judiciaire? Ah bah c'est honteux. Moi j'avais dit c'est une affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. Alors là, ça a chauffé. Hein. Quand j'ai dit ça... Vous l'aviez dit en audience? Il y avait tellement de haine. Il y avait tellement de haine. C'était terrible de la part des avocats. Alors on a dit que vous aviez fait une défense de rupture un peu à la Vergès. C'est Le Monde qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Dans cette affaire-là, je ne sais pas. Par contre, dans l'affaire Chalabi, c'est le procès de masse. Mais enfin, c'était bizarre. C'est simplement que je parlais à la fois à la salle et aux magistrats. Ils ont considéré que j'avais l'air de tourner le dos. On avait fait une défense de rupture tous, puisqu'on boycottait les audiences qui avaient lieu dans le gymnase des gardiens de prison de Fleury-Mérogis. C'était franchement... Mais écoutez, Maître Isabelle Coutempère, je vous ai trop souvent coupé la parole. Pas du tout, au contraire. on a fait un peu plus que la fiche Wikipédia, non? Oui, oui, enfin... on n'a pas parlé de tout le reste que je fais. Mais... on a déjà fait 2 heures. Bon, bah, voyez, finalement, tout à l'heure, je me disais... vous m'aviez dit pas 2 heures. Vous ne m'aviez pas annoncé 2 heures. Je ne savais pas quand vous m'envoyez 2 heures, alors que je me disais, je suis un peu pas très bien. Mais ça va, j'ai pris merci. de l'iprane. Mais merci à vous beaucoup. De me donner... Merci beaucoup à tous. Mais salut et fraternité.